Hein. Bon, bonsoir à tous, premièrement pour avoir une entrée en matière. À partir de la prochaine réunion du 25 juin, il y aura des clés qui tourneront. J'ai préparé, alors j'ai déjà donné à ceux que j'ai vus ce week-end à Lyon ou à Vienne, j'ai déjà donné une clé avec les 9 premières séances de cette année. Mais donc d'ici la rentrée, on aura les 11, enfin si tout va bien, les 11 séances de l'année. Donc vous pourrez récupérer, et j'ai mis en même temps sur les clés les 11 séances de l'année dernière qu'on avait. Donc bonsoir à tous. Donc de ce pas, on a une soirée encore bien remplie. Et si nous ne voulons pas trop déborder, je partage l'écran et je vais donner tout de suite à la attends, hop, voilà, la parole à Marie-Laure, donc qui, comme maintenant elle en a pris l'habitude, va nous présenter son actualité numismatique du mois. À toi, Marie-Laure. Voilà, qui ne sera pas que romaine d'ailleurs. Et donc, alors, on va, enfin quasi. On va passer à la prochaine, à la diapo suivante. En fait, pour nous remémorer aussi Laurence Calmels, puisque voilà, donc sa disparition récente et j'avais retrouvé une photo là pour notre dernière visio. Et en fait, il se trouve que mon appareil photo m'a rappelé qu'il y a 10 ans, on était aux Journées numismatiques de Gap. Et bah, dans le lot de photos qui est remonté, il y avait des photos avec Laurence. Et donc, je me suis dit que c'était aussi le moment de se rappeler de ce bon moment qu'on avait passé avec elle. Elle qui a été une des fidèles des journées numismatiques. Donc, voilà, vous la voyez là à gauche au musée de Gap en train de visiter les collections. Et là, à droite, c'était sur le pot du samedi soir avant le repas. Donc, des bons moments. Il faut se souvenir des bons moments. Voilà, donc ça, c'était le petit clin d'œil à Laurence. Et la suivante, alors on va rentrer dans le vif des journées d'études, colloques, etc. qui vont arriver. Ah oui, alors, donc il y a eu d'abord les journées numismatiques de la Société française de numismatique à Saint-Romain-en-Galles vendredi, samedi et dimanche dernier. Donc, vous voyez ici Laurent en pleines œuvres pour notre communication commune. Et peut-être que Laurent, puisque moi, j'ai malheureusement pas eu la possibilité d'y aller, si tu veux juste en dire deux mots des journées. Oui, très rapidement. Donc, on était une bonne quarantaine sur les 2 jours. Ça s'est très bien passé. Ambiance très descendue. La seule chose qui n'était pas au rendez-vous, mais c'est comme tout le monde, le temps, qui était quand même particulièrement froid et exécrable. Nous avons eu au total 11 communications réparties, bon, surtout sur la période romaine médiévale. Et on a quand même eu, alors malheureusement, Jean-Paul Donnet, qui aurait dû être parmi nous, était malade et il a le Covid, hein, donc qui est l'ancien président du Cercle lyonnais numismatique. Le cercle lyonnais, d'ailleurs, comme ce soir, était très bien représenté, puisqu'il était représenté par 6 personnes. Donc, c'est quand même pas mal du tout. Et donc, on a eu une dernière correspondance, une dernière présentation au pied levé. Je sais qu'il a fait sa présentation parce qu'il dormait dans le même gîte que moi, entre minuit et 2 heures, d'Antoine Claire, qui nous a fait une présentation sur le monnayage, c'est-à-dire les billets de confiance, de nécessité, et les médailles et monnaies de nécessité de Vienne, à l'époque contemporaine. Donc c'était une très belle réunion, très sympa. Saint-Romain-en-Galles est enfin, il y a pas, c'est pas une très grande ville, mais il y a le musée et c'est très intéressant, des magnifiques mosaïques. On a visité l'atelier de restauration et on a pu aussi visiter les réserves du musée. Et autrement, ceux qui restaient le dimanche ont pu aussi visiter les, les nombreux monuments de Vienne ainsi que son musée des beaux-arts. Voilà, donc vous verrez ça, je pense, d'ici la fin septembre, la publication des différentes correspondances. Je passe, Marie-Laure, pour la Voilà, et suite. juste pour dire que l'année Oui, prochaine, ce sera ah oui, Poitiers. ça sera Poitiers. Voilà, on sera à Poitiers. Voilà, donc la suivante, alors dans l'ordre, vous voyez, vendredi, une journée d'études, enfin un séminaire interdisciplinaire de l'école doctorale de sciences humaines et sociales de l'Université de Lille qui s'appelle Réception de l'Antiquité et donc reconstruction des paternités antiques. Donc là, il ne va pas être question de monnaie particulièrement, mais bon, c'était l'intérêt de montrer Ah oui, ce... attends, voilà. Ah, mais il marche tout seul, là. Je Ah, lui il demande marche tout rien, il seul. fait tout. Voilà. Pardon.
Bon, donc voilà, ça c'est vendredi. Alors je crois pas que ça soit, c'est juste en présentiel. Il n'y a pas de lien pour mais enfin, c'est pour information. Alors ensuite, on va passer à une exposition qui commence le jeudi 13 juin, donc au Narbovia à Narbonne, et qui s'appelle Escale en Méditerranée romaine, et qui vise à présenter toute l'actualité des recherches sur les ports antiques de Narbonne. Donc, c'est une exposition qui a été co-présentée par Corinne Sanchez, qui a dirigé les fouilles sur les ports antiques de Narbonne, notamment avec les sites de la nautique et voilà, donc des endroits particulièrement importants. Et je pense que ça va être super. Alors, j'ai collaboré pour une partie sur les monnaies. Donc, il y aura quelques monnaies qui seront présentées et aussi, il y aura un petit, comment dirais-je, tu peux passer à la suivante. Il y aura un catalogue que je n'ai pas encore vu, mais on m'a dit qu'il était très chouette. C'est un gros pavé qui va faire vraiment la synthèse sur tout ça. Donc, il y aura quelques éléments sur les monnaies, notamment de l'Antiquité tardive et qui proviennent des épaves. Donc voilà. Et cette exposition a reçu le label Exposition d'intérêt national, donc, qui vous montre son importance. Donc vous avez jusqu'au 5 janvier. D'ailleurs, ça sera la même date que la fin des Qatars à Toulouse. Ça se finit aussi le 5 janvier. Donc rattrapage, vous pouvez faire Narbonne-Toulouse en même temps. Ça marche. Ça va donner des idées de sortie, hein. Et alors, du coup, j'ai oublié de mettre dans le PowerPoint qu'avec Vincent Drost, donc, et moi-même, nous avons été sollicités pour les Journées européennes de l'archéologie. Et nous ferons une conférence le samedi 15 juin à 18 h au Palais de la Méditerranée à Gruissant sur les découvertes monétaires de Gruissant, dont le trésor que Vincent et moi, nous avons inventorié et étudié. Donc, sur ce fameux trésor-là qui est composé à 95% de monnaie de Maxence et qui a été retrouvé en venant d'une épave, qui venait d'une épave échouée à Gruissant. Voilà. Donc, ça, c'est le programme méditerranéen. Ensuite, on va retourner à Lyon, justement. Donc, avec cette journée d'études organisée par le laboratoire Art et l'IRA, donc sur les dépôts d'objets métalliques en contexte archéologique durant l'Antiquité tardive, donc qui se tiendra le 28 juin à Lyon. Et donc, vous voyez dans l'image, évidemment, un dépôt monétaire et il y aura une communication d'Anthony Austin sur les dépôts monétaires et dépôts d'objets métalliques dans l'Antiquité tardive. Donc ça sera dans la matinée du 28 juin, pardon, pour ceux qui pourraient s'y rendre. Voilà, et alors là, je ne voulais pas empiéter sur la suivante, les plates-bandes de Jean, mais bon, j'ai repéré ça, alors à tout hasard, je l'ai mis. Apparemment, c'est une parution récente. Je l'avais déjà cité. Ah bah, il me semble bien, voilà, c'est ça, j'avais un doute. Donc, du coup, comme je l'ai revu passer dans un truc, je l'ai remis. Mais il est bien, Parce il est bien, il est bien. Mais voilà, bon, voilà. Donc, et sur la dia suivante, comment, la table des matières, notamment avec des textes, des articles de Christian Lowers et puis Stéphane Martin aussi. Donc, des gens qu'on connaît, bon, on les connaît à peu près tous. Voilà. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Alors, hop, merci Marie-Laure. Des interventions, des questions, quelque chose avant qu'on passe à la suite? Oh, non, Hop. Eh ouais, bien, écoutez, si c'est le cas, je ferme le PowerPoint, j'ouvre le suivant. Je vous signale au passage donc, que plusieurs d'entre vous sont arrivés entre-temps, et je les en remercie. Notez la présence parmi nous d'un de nos confrères étrangers. Nous avons parmi nous ce soir Arendt Paul. Très content, ça fait longtemps qu'on n'avait plus entendu parler de lui, donc quel on est très honneur, content de merci. l'accueillir pour une première fois aux Amis des Romaines, et je suis sûr que Philippe va être très content de l'avoir dans son public. Et je donne Tout à sur fait, ce j'en la suis honoré. parole à Jean Rougemont, hein, donc, qui est notre bibliothécaire
attitré, il m'a pris ma place, il m'a viré, il m'a piqué ma place. Voilà. Et donc, qui, comme maintenant, depuis plusieurs mois, et avec brio, et surtout une grande acuité et une très grande diversité, nous fait une recension bibliographique. Et alors, comme il est très sérieux, il a lu tout ce qu'il nous présente. N'est-ce pas, Jean? Voilà. De la première jusqu'à la dernière ligne. Voilà. Alors attends, j'essaye de te mettre en mode diaporama. Deux Du titre. secondes. Voilà. Hop. Et voilà. À toi, vas-y, Jean. Alors, donc, je retombe dans mes travers. À la suite de la présentation du mois dernier, où on avait présenté tout ce qui concerne les IDIACA, donc il va paraître, parce que là, pour une fois, c'est un bouquin qui n'est pas encore paru. Dans les premiers, enfin, c'est le deuxième volume de la série des fouilles du Portus Magnus d'Alexandrie. Et donc là, c'est l'Iséum qui était situé sur l'île d'Antirodos, c'est-à-dire là où étaient situés les palais des Ptolémées et qui sont maintenant sous l'eau, puisqu'ils sont dans le grand port d'Alexandrie pour l'instant. Il y a le grand port qui est vu de la mer, qui est à droite, et le petit port qui est à gauche. Là, il est dans le grand port. Et vraisemblablement, tous les palais des Ptolémées, et y compris là, sans doute, et très vraisemblablement, la tombe d'Alexandre, sont passés sous l'eau. Enfin, là, voilà, donc alors c'est un truc intéressant, parce que Franck Gaudiot, qui est largement sponsorisé par la fondation Ilti, les perceuses et outils et autres machins, est détesté par les égyptologues. C'est toujours intéressant de voir qu'il y a des gens qui s'en sortent très bien sans l'académie. Il fait des choses très intéressantes. Et il était soutenu par mon maître Jean Yoyotte, et c'est un gage de qualité. La suite. Alors, là, je continue un peu parce qu'on est dans l'administration de l'Agide. Là, on peut rencontrer ce qu'était l'épimélète. L'épimélète, c'est en fait un fonctionnaire local au niveau des NOB. On a vu la dernière fois ce que c'était que les NOB, hein, c'est des circonscriptions administratives et financières. Et c'est quelqu'un qui faisait, en gros, un commissaire au plan, puisqu'il servait la planification agricole, puisque la planification agricole était rigoureusement le décalque des impôts à venir. Donc voilà, donc c'était déjà un préénarque sans doute qui devait certainement mieux que les nôtres quand même connaître ce qui allait pousser sur les rives du Nil. La suite. Alors là, je finis après les Ptolémées jurés, hein, mais je ne peux pas passer. Il y a celui-ci qui vient de paraître, donc de Philippe Rodriguez, qui est un spécialiste de l'histoire grecque, qui sévit à Saint-Étienne, mais il est quand même spécialisé dans l'Égypte. Et c'est un bouquin que je recommande, qui est vraiment très très bien, parce qu'en fait, il va démolir pas mal d'idées reçues. Et donc, c'est un gros pavé, un 448 pages, mais qui ne vaut pas très cher dans l'excellente collection Ellipse. Voilà, donc pour l'été, si vous voulez, sur la plage, pour ne pas bronzer, idiot. Sauf si vous allez à Actium, évidemment. La suite. Alors, on revient à Rome, parce que faut quand même tous les chemins y mènent, bien évidemment. Là, on a en fait la représentation de la construction de l'Empire romain avec les cultures matérielles. Vous reconnaissez une très belle photo du mur d'Adrien. Donc, voilà. C'est un bouquin intéressant. Bon, c'est pas fondamental, mais il y a quand même des choses intéressantes sur en fait l'apport de l'archéologie à l'histoire. Donc, recommandé, mais pas forcément en priorité. Ça vaut 35 livres, ce qui est quand même relativement cher. Alors ça, par contre, Oui. là, c'est vas-y. Ça, par contre, il faut absolument se le procurer. 1374 pages, bonjour. Mais vous saurez enfin tout sur les divinités grecques et romaines. Il y a 7000 entrées. Donc, je vous l'ai mis, il y a 400 consacrés à Zeus, 200 à Artémis, 600 aux nymphes.
Donc, il y a de quoi se noyer pour les nymphes, c'est quand même agréable. Et il y a quand même une chose intéressante sur. Alors, c'est un lexique, hein, c'est carrément l'explication nominative de chaque dieu, mais on sait que les dieux étaient en fait nommés d'après leurs principales qualités ou défauts. Et c'était une chose intéressante. S'ils pouvaient faire la même chose pour les dieux égyptiens, ça serait bien. La suite. Alors, vous avez remarqué que je peux revenir 30 secondes sur Ah, la pardon, précédente. oui, oui, bien sûr. Je m'étais quand même foulé sur des titres en Oui. grec et en latin, pour ceux qui auraient mal. Donc la suite, c'est pas le bouquin. Alors, c'est un appel de nos confrères, en quelque sorte, du Kunsthistorisches Museum de Vienne, en particulier sur le Kunstkabinet, qui s'est vu proposer à l'achat 22 monnaies de Regalianus et de Driantida, enfin, les fameux usurpateurs que je déteste personnellement parce qu'ils ont causé bien des ennuis à mon cher Galien. Et donc, il y a 22 monnaies et pour lesquelles il leur manque 64 500 euros. Donc, je présume que la somme à l'achat devait être globalement beaucoup plus importante. Et sur le site que je vous ai signalé en dessous, vous pouvez contribuer à cet achat si vous voulez admirer des monnaies qui sont très très moches, mais très intéressantes, puisque je rappelle que Regalianus et Driantida, on ne les connaît pratiquement que par les monnaies et par l'histoire auguste. Mais comme on sait que l'histoire auguste, bah, ça vaut ce que ça vaut, il n'y a pas grand-chose en termes de véracité historique, c'est peut-être intéressant d'avoir ces monnaies regroupées. Donc effectivement, de ce gouverneur qui exerçait soit en Pannonie, soit en Moésie, on ne sait pas trop. Et bah, du coup, les Autrichiens ont conclu que c'était chez eux et que donc ça devait rejoindre leur cabinet des médailles. La suite. Ça fait quand même 3 000 € du bout, hein. Oui, oui, Hein, oui. Non, mais en voilà. plus, le prix, à mon avis, ça, c'est le solde qui reste à mettre, hein. Ouais. Je pense qu'avant, il Ah y avait oui, déjà en une. plus. Ah oui, oui, d'accord. Ah Ah oui, oui, donc oui, peut-être c'est voilà. peut-être. Oui, oui, non, là, je pense que le gars, il avait 22 d'un coup, il a dû vendre ça, il a assuré sa retraite, hein. La suivante. Alors, on reste dans les monnaies romaines, et là, on a un truc intéressant, parce que c'est en fait l'iconographie, hein, c'est des monnaies de la République et de l'Empire, donc chez Barre, qui est en général des bouquins intéressants, mais je ne l'ai pas encore reçu. Mais le seul défaut, c'est que les photos sont dégueulasses, sauf la couverture, parce que c'est sur un papier qui n'est pas fameux, et ça vaut quand même 50 livres. Donc voilà, 226 pages sur un sujet quand même intéressant sur l'iconographie, et en particulier sur les croyances et les rites de la société romaine. C'est assez intéressant. La suite. Alors là, un bouquin intéressant, là, cette fois-ci, il faut être polyglotte, puisque là, on tombe dans l'italien. Et là, c'est une analyse qu'on a déjà évoquée sur les gestes funéraires, c'est-à-dire tout ce qui concerne les dépôts funéraires ou les dépôts post-funéraires d'offrandes, avec en particulier l'emplacement, la valeur des objets. Bon, là, ils tordent le cou au mythe de l'aube la Charon, puisque on voit que les monnaies étaient plus aussi souvent sur les yeux que sur la bouche. Il y en avait qui étaient jetés carrément au-dessus du corps longtemps après la mort. Donc il y a des choses intéressantes. Et puis ils n'analysent pas que les pièces de monnaie. Il y a aussi tous les bijoux, les céramiques, la nourriture. Il y a même des études sur les canalisations permettant de verser du vin aux défunts depuis le sommet de la tombe. Ben, c'est assez intéressant. La suite. Alors là, c'est un hommage en fait à Olivier Picard. Bon, pour ceux que ça intéresse, mais c'est une monographie très très spécialisée sur Tassos, puisque effectivement, même si il a beaucoup travaillé sur l'Égypte lagide, il a aussi énormément travaillé à Tassos. Et il a fait un ouvrage qui a été édité dans le bulletin de correspondance hellénique, c'est un numéro spécial.
Et voilà, il y a quand même 621 pages sur les monnaies de Tassos, avec des photos par contre là qui sont excellentes. Mhm. La Et, suite. et en réalité, c'est un recueil de tout ce qu'il a publié, hein. Oui, C'est oui, une tout à sorte fait. voilà, de mélange. On avait eu l'année dernière la présentation de ses essais, c'est-à-dire de ses élèves qui lui avaient présenté un ouvrage. Là, cette fois-là, je croyais que c'était son ouvrage qui aurait dû être fait. Je vous rappelle que Olivier Picard est mort l'année dernière à Oui, Tassos. Lui, il est mort sur le lieu de travail, comme on tout dit. à fait. Et c'est pas considéré comme un accident de travail, c'est dégueulasse. Alors, là c'est l'assommoir pour la dernière diapo. Alors, c'est une chose intéressante pour ceux qui parlent allemand ou qui comprennent un peu l'allemand. Euh, c'est en fait encore un élément sur les images monétaires, mais sur les images monétaires d'avant l'Empire romain, donc essentiellement sur la civilisation grecque et un peu hellénistique, mais ça s'arrête à 100 avant notre ère. Hein, donc, on n'a même pas tout l'hellénisme là-dedans. Donc, il y a des méthodes quantitatives et qualitatives sur l'analyse de l'émergence de l'iconographie monétaire. C'est intéressant, mais alors ça vaut 234 euros. C'est une horreur. Voilà, pour 318 pages. Ah, voilà, si vous avez des cadeaux à vous faire faire et que vous vous intéressez à l'iconographie monétaire, là par contre, des photographies excellentes aussi, très beau bouquin, mais pour le prix, effectivement, voilà. J'ai fini, je crois. Merci beaucoup, Jean. Est-ce que des questions, des commentaires sur ce que vient de nous dire Jean? Bon, bah écoutez, on a encore un tout petit peu de temps. Je vais vous faire ça alors là à vitesse grand V. Je vais vous proposer le troisième volet avant d'écouter le plat de résistance ce soir, c'est Philippe, le plat de résistance, hein. Alors voilà, donc je vous demande 2 petites On m'avait dit secondes. beaucoup de choses, mais pas ça. Ah, n'est-ce pas, t'as vu, hein? Alors, le record n'est pas encore battu, mais il y a des gens qui arrivent encore, hein, Philippe. Tu peux encore gagner, hein. Ah, attendez, que j'arrive à mettre. Ah, quand il veut. Voilà. Donc, on va aller très rapidement. Donc, je vais vous présenter quelques catalogues et un ouvrage, mais vous verrez pourquoi. Alors, la première chose, c'est pas des catalogues, c'est vous signaler que par le biais des Amis des Romaines, vous pourrez avoir des places gratuites, que ce soit au salon du SNEM du 21 septembre ou au salon de Monexpo de Novotel. J'en distribuerai, puis on verra pour ceux qui ne sont pas parisiens, mais qui auraient l'occasion de venir à l'un ou à l'autre ou aux deux salons de vous faire parvenir des entrées gratuites. Hein, ça, c'est grâce d'un côté au SNEM, donc le Syndicat national des experts numismates professionnels, et de l'autre côté de Nicolas Quentin, qui est l'ordinateur. Lui, il l'a déjà fait plusieurs fois. Le SNEM, ça sera la deuxième fois, mais là, ils le font en grand. Donc, n'hésitez pas à venir ces deux salons. Le premier, c'est le 21 septembre, c'est un samedi. Ça sera au couvent des mois, pas des Cordeliers, dans le 6e arrondissement, à côté de l'école de médecine. Et le deuxième, ça sera comme d'habitude à l'hôtel Bagnolet. Donc, il y aura des entrées gratuites pour les ADR. Et pas seulement aussi, mais aussi pour les ADR. Les ventes, donc une première vente qui vient de se terminer, et c'est pas courant, Baldwin, ça faisait longtemps qu'il nous avait pas fait de catalogue uniquement consacré aux monnaies antiques. Il y avait en particulier un denier fourré de Brutus que vous avez. Alors attendez que je suis en train de le chercher, il est quelque part. Il y avait une série des 12 Césars. Ah non, ils l'ont même pas mis en couverture. Ah ben ils sont pas gentils. Enfin, il y avait donc cette monnaie Il de est là, il Brutus. est au milieu, Où? Ah, je le vois. Ah oui, Deuxième, voilà, le deuxième Robert. rang. Oui, oui, pardon, Deuxième rang. excusez-moi. Il est deuxième ici. rang, voilà. Voilà, Mm. exactement. Donc, j'ai pas les prix réalisés, je vous dirai combien ça a fait, mais il était quand même déjà forte estimation, puisque c'était 50 000 livres, hein, quand même, pour un fourré, donc imaginez non fourré. Mais très beau, très belle vente. En revanche, photo un petit peu indigente, pour moi, je trouve, malgré quelques très beaux agrandissements. Là, vous avez un catalogue de Morton et Enidin, donc ils font aussi un catalogue, mais là un peu plus général. Je vous l'ai sorti parce que la monnaie de couverture est quand même net estimée que 150 000 à 200 000 livres. Ne cherchez pas, ce n'est pas une monnaie byzantine, ça en copie une. C'est une monnaie qui est Ouais. censée copier une monnaie d'Héraclius et de ses fils, Ouais. Héraclius, Constantin, Héraclonas. C'est quand même Voilà, écrit en arabe hein, sur les bords. Hein. voilà, c'est une arabo-byzantine
Donc, on a enlevé la croix, on a remplacé les légendes latines par des légendes arabes, et au droit, ces trois barbus, ça pourrait être n'importe qui. Voilà. Mais en attendant, le prix, lui, est tout à fait sérieux, et donc la pièce est frappée dans les 60 premières années de l'hégire, avant les monnaies musulmanes proprement dites. Et pour faire pendant, parce que ça elle se serait sentie un petit peu toute seule, vous aurez reconnu sans doute un très beau Dupondius avec Pietas qui est censée représenter Livie, donc la femme d'Auguste, hein, mais qui n'a jamais eu de monnaie à elle-même, sauf dans les provinciales ou coloniales. Donc un très beau Dupondius, d'ailleurs la couleur le prouve. Vous avez donc cette très belle monnaie qui était sur la couverture. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il démarre tout seul ce soir, il est rapide. J'ai le Lucky Luke ce soir. Une vente Vachon qui vient de se terminer, qui avait lieu il y a une dizaine de jours. Il y avait pas mal de monnaies antiques. Il y avait quand même un décadrachme, là vous l'avez sur la couverture, un décadrachme de Kimon. J'ai pas encore les prix réalisés, mais apparemment ça a très bien marché. Ça se passait à Paris, à côté de la place de la Bourse. Demain, la vente de CGB qui se termine. Il y a un décadrachme, mais il n'est que des vénettes, puis il n'est pas très beau. Et là, je vous ai sorti, un auréus extrêmement rare pour les Restitutori Italiae, alors qu'on a plutôt l'habitude de voir pour Trajan, c'est un aureus de Trajan, ce sont les Alimenta en général, Italiae. Et bien là, cette fois, c'est un autre revers qui est frappé sous le règne de Trajan et qui est extrêmement rare. Et j'en ai reconstitué l'histoire d'ailleurs dans un petit article du BN paru le mois dernier. Voilà. Ensuite, encore un catalogue. Alors ça, je pense que le, le préfet que j'en parle pas, il doit être déjà dessus. Il a dû déjà tout cocher. Mais demain, il y a une vente Bourget avec une collection de mérovingiennes. C'est pas si courant que ça. Bon, il y a eu des ventes très importantes de mérovingiennes et en particulier la collection de Philippe qui a été dispersée depuis 3-4 ventes. Mais là, il y a quand même une vingtaine de monnaies mérovingiennes en or en particulier, et ce n'est donc pas si courant que cela, et je vous en ai sorti quelques exemplaires sur la page de droite. J'ai gardé les meilleurs pour la fin. Alors là, c'est extraordinaire. Les deux ventes Nomos, la vente numéro 32, donc qui est une vente extraordinaire. Alors, je vous ai mis le nombre de numéros, mais arrêtez, vous avez la moitié du catalogue, qui est une collection, qui est la collection Milavic, qui est consacrée au thème de l'olympisme et des jeux dans l'Antiquité. Alors ça, c'est assez extraordinaire, avec un choix de monnaie, de typologie, de classement, plus bon, bah, d'autres monnaies qui n'ont rien à leur envier. Mais là, d'avoir une collection aussi complète et aussi diversifiée sur un sujet comme ça. Alors c'était le moment, hein, c'était l'année où il fallait la vendre. Après, il faudra attendre. Alors, vous savez que maintenant, dans le comité olympique, ils n'ont pas beaucoup d'idées. Je pense qu'on va avoir, alors peux déjà vous prédire que les Jeux de 2036 auront lieu à Berlin, puisque ceux de 2028 après Paris auront lieu à Los Angeles, comme il y a 100 ans. Mais là, ça nous Adolphe, permet de retrouver Adolphe les... revient? Oui, oui, c'est Los Adolphe Angeles en Ramerde. 2020. Voilà. Donc, je pense qu'ils n'ont plus d'idées pour trouver de nouveaux lieux. Donc, on va reprendre tous ceux qui Il ont... n'y a Alors, plus je de vous rappelle qu'en volontaires parce que ça 2040 et 44, il n'y a pas eu de jeu, hein, et pour cause. mais Et là, en depuis attendant, août, vous ils n'ont pouvez plus de volontaires, toujours... surtout. Oui, voilà, c'est ça. Toujours jusqu'au 8 juin, allez voir le catalogue où vous essayez de miser sur l'une ou l'autre monnaie de ce très très bel. Alors, les monnaies ne sont pas forcément très chères. Il y a des toutes petites monnaies, mais c'est très intéressant et franchement, ça prouve bien que même dans l'Antiquité, déjà, les jeux avaient beaucoup d'importance. La vente suivante, qui est toujours chez Nomos, est une vente là, c'est la collection de Kagan, de Monsieur Kagan. Alors, Monsieur Kagan est très connu dans le milieu numismatique, mais seulement des initiés. Sa femme est beaucoup plus connue parce qu'elle s'appelle Hout et elle s'appelle Wartenberg Kagan. Et c'est l'actuelle présidente, elle est redevenue directrice de l'American Numismatic Society à New York, hein, donc l'ANS, mais elle est surtout la présidente actuelle, et c'est elle qui présidera le congrès international de numismatique qui se tiendra à Francfort en 2027. Et là, son mari vend sa collection de monnaies archaïques et classiques. Et là, c'est pareil, il y a 488 numéros. Le catalogue est un morceau d'anthologie avec des références, bien sûr, extrêmement précises, des monnaies qu'on ne voit jamais pour les Cyclades, pour la Crète. Et c'est très intéressant. C'est une très belle vente. Là, depuis quelque temps, Nomos fait des ventes, essaye, vous savez que les grandes firmes actuellement qui font des grandes ventes de numismatique à l'étranger, outre CNG, NAC, donc CNG, c'est les États-Unis, c'est Lancaster, Londres, NAC, c'est Numismatica Ars Classica, c'est la Suisse et les États-Unis aussi. Vous avez donc Nomos
en Suisse et aussi en Suisse, le qui se trouve à Winterthur. Donc il y a en ce moment de très très beaux catalogues. Les ventes sont téléchargeables hein, aussi sur Internet et les ventes auront lieu la semaine prochaine. Oui, en fin de semaine. Et je termine par un monstre. Je viens de le ramener, je peux vous dire, il pesait son poids de cacahuètes dans ma valise. Il n'y a pas des journées numismatiques, mais de Paul Francis qui me l'a livré. C'est le numéro 38 des Rheinisches Landesmuseum Trier, donc souvent des ouvrages extraordinaires. C'est un trésor d'Antonien et de Follès. Il y a donc 7486 numéros, 450, 450 pages, 294 planches, mais surtout, c'est que toutes les pièces, c'est-à-dire les 7486, sont illustrées. Donc vous imaginez, vous avez toutes les pièces qui figurent dans cet énorme bouquin. Alors, en noir et blanc, les planches, elles ne sont pas en couleur, hein, ça c'est pour le prochain. Ils en ont déjà fait un comme ça pour un trésor, le plus gros trésor qui avait été trouvé dans les piles du pont de Trèves, dans le pont romain, hein, dans l'une des piles de l'ancien pont, puisque un nouveau pont a été reconstruit au-dessus en 92, et c'était un trésor d'oreiller quand même de 2800 pièces, et qui est publié, qui est toujours disponible hein, pour ceux que ça intéresse. Et voilà, je termine si vous n'avez pas de questions à propos de ce que nous venons de vous présenter, j'ai vu que quelqu'un était arrivé. J'aimerais bien savoir qui est arrivé. Je crois que c'est notre ami. Alors, nous avons des étrangers ce soir, donc outre un néerlandais francophone que je vous ai signalé, nous avons aussi un ami espagnol, Monsieur Mayorga, qui est parmi nous ce soir. Voilà. Et bien sûr, ils ne sont pas venus pour mes beaux yeux ni pour les vôtres, mais pour écouter Philippe, qui va nous présenter donc son sujet qu'il a choisi, qu'on lui a un peu imposé hein, quand même, mais je pense qu'il va nous faire, comme d'habitude, avec maestria. Alors, je te demande juste 2 secondes, voilà, le temps d'ouvrir le diaporama. Voilà. Et nous allons donner tout de suite. Donc là, tu as vraiment le temps, mais tu n'as pas intérêt à dépasser quand même, hein, Philippe. Non, Là, mais normalement, je voilà. devrais tenir, hein, ça devrait être bien. Absolument. Donc, Donc, je donne la parole à Philippe Schisser pour nous présenter donc donc l'intitulé de ce soir, comment faire du neuf avec du vieux à l'époque mérovingienne. Voilà. Philippe, à toi. À toi la parole. oui, bonsoir, bah, merci d'être venus si nombreux. On est 26, là, c'est très bien. Donc, effectivement, le thème imposé fut comment faire du neuf avec du vieux à l'époque mérovingienne. Donc, je l'ai un petit peu élargi avec les monnaies d'inspiration romaine. Tu peux passer à la deuxième diapo ou je passe? Non, c'est toi. Oui. Alors, bah justement, pour vous faire mentir, j'ai choisi de commencer par une monnaie grecque et une monnaie qui n'est pas grecque, ni romaine, ni mérovingienne. En haut, vous avez un prototype, le stataire d'Alexandre le Grand, classique. Alors, celui-ci est donné à Millet de 8 grammes 58. Et en dessous, vous avez quelque chose qui a attiré mon attention sur un site qui est attribué à la Géorgie, à la Colchide, pour le 1er siècle avant, 1er siècle après, donc quand même plus de 200 ans après, et surtout qui est une inspiration très très libre de ce stataire. Tout le monde voit bien l'œil, le nez, le cou, et vous voyez le signet qui est à gauche, qui est représenté. Le stataire est beaucoup plus réduit, hein, puisqu'on est pratiquement au tiers du poids, un peu plus. Et alors, la victoire m'a beaucoup marqué, puisque vous avez les 2 ailes symbolisées par ces triples volutes, et puis la tête qui est un petit peu un bucrane plutôt qu'une tête. Voilà. Donc, si tu veux bien, c'était juste par Alors, provocation. Je ne pas je commencer précise une par du chose quand même, mérovingien. hein, Philippe. Celui-là, le stataire de Philippe est vraiment pas courant car il a la particularité d'avoir un foudre sous le buste, ce qui n'arrive pratiquement jamais, et d'avoir le nom à gauche au lieu d'à droite normalement. Donc c'est quand même déjà une émission très particulière, celle-là. Hein. Voilà. Donc, effectivement, quand on pense aux monnaies mérovingiennes d'inspiration romaine, on pense à la première période des pseudo-impériales, puisque au début du monnayage mérovingien, comme de la plupart des peuples barbares, on a commencé par imiter de façon assez servile les monnaies impériales, d'abord romaines, puis ensuite byzantines. Vous en avez un exemple ici avec en haut un solidus d'Anastase, qui est de Constantinople. Et au-dessous, vous avez l'imitation franque avec un style du buste qui n'est pas tout à fait le même, les rubans qui sont moins bien faits,
le trois quarts qui est plutôt de face, mais une légende qui reprend quand même de façon très précise ces monnayages impériaux, hein, avec le DN Anastasius, PP, AUG, oui, oui, donc bien une imitation d'Anastase, et au revers, la victoire qui tient la croix, là aussi encore une imitation assez servile et très proche du prototype, et c'est quelque chose qu'on retrouve assez longtemps, jusqu'aux années 580. Je ne sais pas si tu peux me passer la deuxième diapo. Voilà. Alors, parfois, l'imitation est trompeuse. Parfois, le prototype n'existe pas. Si on regarde cet argenterie, alors c'est une toute petite monnaie d'argent de 0,35 grammes. Et si on regarde le buste, il pourrait apparaître correct. Vous avez une légende DN Anastasius P. AG plutôt, donc une légende qui est fautive, mais le revers pose un vrai problème, puisque vous avez une Victoria Haug, mais avec une Rome assise, un type qui existe pour la silique, mais le problème c'est que sous Anastase, les siliques n'ont plus ce type-là. Hein, on a gardé un prototype qui est la Rome assise, qui est celle des siliques un petit peu antérieure, plutôt du 5e siècle, et on retrouve là une monnaie qui est au nom de l'empereur régnant. C'est-à-dire qu'on continue à frapper au nom de l'empereur régnant un type qui est reconnu par tous, mais qui n'est pas frappé par l'empereur régnant, puisque Anastase a bien des siliques, mais des siliques qui ont une légende à double bilinéaire, qui sont imités par exemple par les Ostrogoths. Donc, un prototype qui n'existe pas pour un empereur est fait pour un empereur dans la continuité des monnaies plus anciennes. Si tu veux bien passer à la suivante. Alors, quand on pense au pseudo-impérial, on pense au Soudor, je vous en ai montré un tout à l'heure, mais surtout au Trémissis. Vous en avez un exemple ici en haut, un Trémissis de Justin, donc qui est pour Constantinople, je pense, oui, donc qui est authentique. Et puis en dessous, vous avez quelque chose qui s'en inspire, qui est encore au nom de Justin II, qui en revanche a une légende qui est quand même beaucoup plus stylisée, hein, Justinus C, il n'y a pas de titulature vraiment impériale. Et puis, au revers, une victoire qui, elle, est très mal dessinée. On continue à avoir théoriquement la même légende, une Victoria Haug, un Conob en dessous, mais le B, ben, vous pouvez chercher, hein, il n'y est pas. Et surtout, cette victoire, ben, elle a plusieurs caractéristiques. La première, c'est qu'il y a, je ne sais pas si c'est plusieurs graveurs ou un graveur qui a eu un repentir, mais les légendes sont en positif, elles sont bonnes, mais par contre, la victoire, si vous regardez, elle est à l'envers. Il y a une inversion des ailes, il y a une inversion de la croix, il y a une inversion d'un certain nombre de choses, et puis surtout, vous avez une inversion du BR qui apparaît en marque d'atelier, donc de part et d'autre de cette victoire, qui, dans ce cas présent, le BR, me semble être plutôt devoir être attribué à Brioude. Donc, on est au moment où, dans ces années 560, 580, on commence à avoir des marques d'atelier qui apparaissent de plus en plus claires, bien qu'on reste sur des prototypes qui sont donc byzantins. Si tu veux bien nous passer la suivante. Il y a une petite rupture dans les années 580, c'est que les Trémisses vont passer de la victoire qu'on vient de voir tout à l'heure à une croix qui, pour les Trémisses byzantins bien sûr, à une croix qui est donc à une croix plutôt qui remplace la victoire. Et les Trémisses vont très rapidement s'adapter. C'est-à-dire qu'à partir des années 580, on commence à avoir des Trémisses avec une croix et une victoire, même si parfois le prototype est encore conservé, par exemple chez les Lombards pendant près d'une centaine d'années. Donc on a parfois des Trémisses lombards à la victoire qui sont beaucoup trop tardifs, qui ne correspondent plus à un prototype byzantin. Et puis vous avez des légendes qui changent, qui signent. Alors ce Trémisses, je crois, n'est pas attribuable, mais à une légende qui est quand même bien lisible et qui ne fait plus aucunement référence aux titulatures byzantines. Donc on est passé à des monnaies qui s'inspirent très librement des monnaies byzantines, des monnaies
de l'Empire romain d'Orient. Ça sera un peu le sujet du jour, même si c'est plus complexe que ça, et qui continue, mais avec une titulature qui ne correspond plus. On continue à mettre un buste plutôt à droite, parfois à gauche. Donc, on continue cette tradition romaine de mettre un buste et une croix parce que ça correspond au type du trémissès. Si tu veux bien nous passer la suivante. Et petit à petit, cette évolution des trémissès byzantins, que connaît très bien Aaron Paul qui nous écoute, s'éloigne de plus en plus des prototypes. Vous en avez deux exemples ici. Celui en haut qui est avec un buste sur le droit. La boucle du diadème est ce qu'on appelle une boucle perdue, c'est-à-dire qu'elle ne touche plus vraiment le diadème, elle est un peu éloignée. Une titulature qui est SCI Ma, qui pourrait l'attribuer à Saint-Martin de Tours, mais ces boucles perdues sont plutôt attribuables à la Bourgogne. Donc, on est peut-être plutôt sur un Saint-Martin de Bourgogne qui resterait à identifier, puisque cette monnaie est inédite. Et vous avez au revers une couronne de laurier qui encadre une croix sur 2 degrés, et puis la signature de l'atelier, CIA, à moins qu'il ne faille lire le A à l'envers, A-Si, bon, donc la Civitas, et puis une légende au dos, M pour Monétabus. Oui? Non? Bon, alors je vais continuer. Donc, là, on est avec quelque chose qui reprend encore la typologie un petit peu des monnaies byzantines, une croix sur degrés et puis un buste. Et puis, en dessous, vous avez une monnaie qui s'éloigne vraiment du prototype avec un superbe buste. Vous le voyez tous en bas à gauche, avec un nez proéminent, un petit œil, la boucle des cheveux, et puis ce T, dont on ne sait pas s'il s'agit du bas de la bouche ou s'il s'agit du cou, ou s'il s'agit d'une lettre T qui est volontairement inclue dans le motif pour jouer un petit peu d'un jeu d'image entre un buste, ça ressemble, et en même temps on met une lettre. Et puis une très belle monnaie d'or en bel or qui donc effectivement est avec une titulature tout autour qui ne se rapproche plus du tout des prototypes byzantins. C'est la période des monétaires à partir de 580. Ils signent l'atelier, ils signent en tant que monétaire. Et donc on a des séries qui parfois, comme celle-ci, sont très très éloignées d'un buste romain, même si on reste dans cette tradition de mettre quand même symboliquement un buste, même s'il est de plus en plus stylisé. Si tu veux bien nous... Alors, parfois, on a le problème inverse. Le trémissis qui est en haut est un trémissis donc, de Metz. Hop, je cherche le métis civitas, il est où? Au revers, Au en bas. revers, oui, mais il commence, voilà, il commence en bas à 6 heures. Métis fit, plutôt. Et on a un buste qui est dit avoir été inspiré par Magnence. Ça, c'est ce que ça fait partie de la série des bustes de Magnence. En tout cas, on a cette série de bustes qui quand même est assez particulière, qui n'a pas vraiment d'équivalent, qui correspond en gros à une zone en Austrasie, et celui-ci est de Metz, c'est un très bel exemplaire, et on l'a rapproché des monnaies de Magnence, vous en avez une en bas, à cause de la chevelure, qui ne fait pas vraiment apparaître de diadème, qui a un traité un petit peu particulier, un petit peu linéaire, comme les monnaies de Magnence, même si moi j'ai un petit problème, c'est que par exemple derrière le buste, vous avez ce globule, qu'on ne retrouve pas toujours, mais souvent, et qui pourrait être aussi une petite trace de la boucle du diadème. Donc, elles sont attribuées comme étant inspirées par Magnence. On verra tout à l'heure sur les deniers, qui est quand même ma spécialité, un certain nombre de monnaies dont l'inspiration n'est pas toujours certaine. Bon, voilà, donc j'abordais ce sujet parce que cette série, effectivement, est assez cohérente et pour avoir été volontairement inspirée de bustes qui ne sont pas diadémés et donc qui ne sont pas si courants que ça en numismatique romaine. C'est contemporain de Magnence ou c'est plus tardif? Ah non, là, on est dans les années 660, enfin 650. Hein. Non, 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 on est beaucoup plus tardif. Non, 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 on est beaucoup plus tardif. Là, on est sur la période des monétaires, on est après 580
Et là, on est plutôt vers 650, je pense. Arendt pourrait confirmer ou pas. Tu veux bien nous passer à la suivante? Alors, on a aussi parfois des inspirations très très libres. Moi, j'aime beaucoup ce Trimsas, ça correspond au Trimsas mérovingien. Celui-ci est anglo-saxon, c'est le type dit aux deux empereurs qui a été frappé dans la région du Kent et qui est d'or pâle, qui est assez tardif, qui est à la limite entre les monnaies d'or et les monnaies d'argent. Et on retrouve bien au droit en bas à gauche le buste avec un traité des cheveux qui est quand même très particulier. On voit bien l'œil, l'oreille derrière, la bouche, quelque chose des petits traits derrière qui pourrait être ce qui reste du diadème, donc un buste impérial qui a servi d'inspiration. Et puis le revers pourrait être un peu plus sibyllin si on ne connaissait pas les monnaies de Gratien, entre autres celle qui est au-dessus, qui sont avec la victoire qui couronne les deux empereurs. Et si on regarde bien, on retrouve quasiment tous les éléments. On a bien les deux visages de part et d'autre sous une aile. On le retrouve bien aussi bien sur le Solidus que sur le Trimsa. On retrouve bien le visage de face de la victoire, qui est quand même un motif central. Ce motif en croix et le globe qui se retrouve aussi bien dans la main de l'empereur, de chacun des empereurs plutôt, et vaguement deux bras. Donc les deux empereurs assis sont devenus deux bustes, mais on retrouve les différents éléments assez clairement. Alors, ce prototype romain, il a été réutilisé, on le voit bien là avec 300 ans de différence, et avec un sens qui est plus symbolique probablement. Alors, est-ce qu'on veut vraiment y voir deux personnages pour cette série du Kent? Dans d'autres cas, c'est plus clair que le prototype romain a été réinterprété différemment, et en particulier christianisé, mais une victoire, ça peut être aussi bien une victoire polythéiste qu'une victoire, un ange protecteur de deux rois ou de deux frères. Donc, effectivement, une symbolique qui a été reprise, et puis un prototype qui est quand même à peu près certain, là je crois, parce que tous les éléments sont là, et vous remarquez que ces monnaies sont anépigraphiques avec quelques runes quand même, et quelques lettres au droit. Tu veux bien nous mettre la suivante, s'il te plaît? Alors, parfois, non seulement le prototype est sibyllin, mais même la monnaie pose problème. Ça, c'est une monnaie que j'avais présentée avec Bruno Janet aux journées qu'on avait organisées à Metz avec la Sénat, et que j'avais complétée lors des journées numismatiques de Metz. Cette monnaie, de prime abord, on en connaît l'origine, elle a été trouvée à Metz lors des fouilles de 1865, mais elle a été interprétée de façon très, très, très variée. En 1865, on parlait d'une petite pièce en argent. C'est quand même un peu noir pour de l'argent, ça serait de l'argent très bâti. On parlait carrément de pièces de cuivre dans le Belfort. On parlait de tiers-dessous lors de l'inventaire de 1978, qui avait été fait par Clermont-Joly. Donc, finalement, je pense qu'il n'y a pas trop de doute sur ce que c'est. On est bien avec une pièce d'argent en bas-titre. Et si tu veux bien avancer, on a une inspiration quand même assez typiquement byzantine, et là qui est une inspiration contemporaine pour le droit, avec un buste de face, avec le nez, les yeux, cette coiffe qui est plutôt une coiffure que des cheveux, donc qui s'inspire probablement des prototypes byzantins du type du Solidus de Léon III et de Constantin IV ici, qui correspondraient à peu près à la chronologie, puisque c'est du bas-titre, mais il y a encore de l'argent, il y a encore du plus bas-titre après. Et je vous rappelle que pour les fabrications de deniers mérovingiens, on est plutôt entre 670 et 750, si on part du principe que les Carolingiens signent leur fabrication. Et donc, avec une période de 720-741, on serait avec un prototype byzantin pour le droit qui serait contemporain, ce qui n'est pas anormal. Hein. Pour les monnaies pseudo-impériales, le prototype est considéré comme contemporain, même si on a quand même des exemples de monnaies qui ne sont pas contemporaines. On a un gros décalage, par exemple, entre certaines monnaies wisigothes et le prototype d'Honorius, qui sont au nom d'Honorius. Mais là, le prototype serait contemporain.
En revanche, pour le revers, si tu veux bien nous mettre la prochaine diapo, eh bien, qu'est-ce que c'est? Hein, si on regarde purement et simplement la monnaie en haut à gauche, est-ce qu'il s'agit d'un monogramme? Est-ce qu'il s'agit d'un personnage? Est-ce qu'il s'agit d'une victoire? Alors, on voit bien vaguement un O à S à gauche, un S à droite. On pourrait deviner un personnage avec une croix, le bras de gauche, le bras droit qui serait replié, la tête sous forme de T, les deux pieds qui, eux, sont présents, mais il manque quand même un buste. Ce qui a pu faire penser qu'il s'agissait d'une victoire dégénérée, c'est le type en au-dessous que je vous ai présenté sous forme de dessin en bas à gauche, qui est le Belfort 56-88, où effectivement, si on regarde, on a quand même bien l'impression qu'on a un corps avec une aile qui est déployée à droite, deux jambes et ce qui pourrait être un bras tendu et vaguement une tête. Bon, là, le revers, le droit, par contre, est totalement différent. Le droit est formé, on le voit d'un entrelac. Je pense qu'il faut voir dans cet entrelac 4 A, tête bêche et horizontaux. Hein. Des A avec des barres brisées. Et donc, en fait, 4 A entrelacés avec le centre identique. Et puis, est-ce que ça ne serait pas plutôt un monogramme? Et ce qui fait penser ça, c'est la monnaie à droite, qui est aussi avec un autre droit. Hein, ces monnaies sont connues à 2-3 exemplaires chacune. Et on retrouve quand même assez facilement les mêmes éléments. On trouve le O à gauche, le S à droite, la barre verticale qui pourrait être un corps et une tête, mais qui pourrait être aussi une croix surmontant un R, et la barre verticale pourrait être la barre du T. Donc j'avais proposé l'interprétation de TRS pour Trévéris, d'attribuer ces monnaies à Trèves. La carte de répartition ne le contredit pas. Certaines sont probablement de Trèves. Celle-ci, en bas à droite, me semble assez clairement de Trèves. Celle qui avait été trouvée à Metz aussi. Par contre, est-ce que les monogrammes avec 4A et ce qui était pris pour une victoire sont une réinterprétation ou une stylisation du monogramme TRS ou sont avec un prototype à la victoire? On peut se poser la question si certaines séries ne sont pas finalement plus complexes que ça, ou si ce n'est pas des séries, certaines inspirées par un prototype de victoire, donc marchant à gauche avec l'aile à droite, ou d'autres réinterprétant un monogramme très clair, sachant que Trèves a frappé à l'époque avec un monogramme PTR, hein, pour Saint-Pierre de Trèves. Si tu veux bien nous présenter la monnaie suivante. C'est un denier? Pardon? C'est un denier du 8e siècle? Oui, c'est un denier du 8e siècle. Hein. Je pense qu'il faut le dater des années 720-740. Oui, tout à fait de Trèves. Oui. Si on prend donc... excusez-moi. Donc, là, je me suis un petit peu éloigné de la numismatique, mais on va y revenir très vite. Vous avez ce sous-d'or, donc je ne sais même pas si ce n'est pas un multiple de Constantin Ier, où vous avez cet empereur qui est sur un siège curule très caractéristique avec les pieds croisés, et puis vous avez le fameux trône de Dagobert. Alors, trône de Dagobert qui a été daté du 6e, du 7e, du 8e, du 11e, du 12e, qui a probablement été retouché plusieurs fois, mais qui est probablement vraiment mérovingien à l'origine, en tout cas pour une partie originelle qui était repliable, puisqu'il a été modifié plusieurs fois, il ne l'est plus. Donc ce trône de Dagobert, il n'est pas isolé. Hein. On a trouvé récemment dans une fouille en Allemagne un siège curule qui était plié et enterré dans une tombe, hein, pour une tombe du 6e siècle. Donc ces sièges pliants de type curule, de type romain, ils sont connus. Ils sont connus en réel dans les fouilles, ils sont connus par ce trône de Dagobert, et puis ils sont connus aussi sur les monnaies. Et je vais te demander de passer au suivant. Vous en avez ici deux très beaux exemples. Ces sièges. En haut, vous avez un denier qui est unique pour Tours, hein, Turonus Civi, autour d'un buste. Là aussi, diadémé, mais à l'antique, j'allais dire, de type un peu antique. Et surtout, le revers est très particulier parce que c'est une des rares monnaies royales, hein, Childerigo
Régé, hein, donc le roi Childéric II, qui est roi pour la partie de Touraine, donc pour la Neustrie, de 672 à 675. Donc cette monnaie peut être très particulièrement datée. Hein, c'est une des monnaies qui date le plus précisément, assurément, le monnayage mérovingien, mais qui n'est probablement pas une des premières séries. Hein. Celle-ci est frappée entre 672 et 675, puisque c'est le moment où il contrôle la ville, mais il y a des séries plus anciennes qui ne sont pas de type royal, donc c'est la fameuse série des grands deniers qui a 15-16 mm, alors que la plupart des deniers mérovingiens sont à 12-13 mm. Donc quand vous voyez ça dans un médaillé, c'est beaucoup plus grand, c'est très, très, très visible. Et puis vous avez au centre, avec une vue qui n'est pas en perspective, un trône, puisque c'est une titulature royale. Là, on n'est pas sur un. On peut affirmer que c'est un trône. On devine les pieds croisés, on devine les deux accoudoirs de part et d'autre, on devine le dossier en dôme derrière. Et alors, est-ce qu'il faut voir l'assise du dossier? C'est difficile de le dire. En tout cas, on a bien tous les éléments du siège, on a bien tous les éléments d'un trône. Donc, vous avez un exemple de trône pour le roi Childéric II, qui est peut-être d'ailleurs librement inspiré, là aussi, du trône de Dagobert que vous aviez vu tout à l'heure. Au-dessous, c'est un autre type. Si vous regardez juste à la verticale, les deux sièges sont l'un à côté de l'autre. Vous avez c'est nos vies, donc c'est sens. Et puis, vous avez cette même forme assez proche géométriquement avec les pieds croisés. Alors, on le voit peut-être pas. Je ne sais pas si vous avez ce décentrage de la projection, si vous voyez les pieds croisés en bas de la cathèdre. Alors, je parle de cathèdre parce que on est à Sens et que vous avez une croix au-dessus et que c'est certainement une cathèdre archiépiscopale, puisque les deniers qui portent ces trônes comme ça, ou ces cathèdres plutôt, sont des archevêchés. Hein, c'est Sens, c'est Tours, c'est Rennes qui échappe un peu à l'influence française, et Lyon. Donc on a quelques exemples pour les archevêchés et Bourges qui portent des cathèdres comme ça. Donc vous avez les deux pieds croisés en bas, les deux boucles qui correspondent aux accoudoirs, le dossier qui est derrière avec le pointillé, et puis entre les deux, difficile d'affirmer si c'est l'assise ou si c'est déjà le dossier. Il manque un petit coussin quand même, parce que si on s'appuie sur cette partie en V, ça va quand même être un petit peu pas très confortable, mais on a une symbolique de cathèdre. Et donc, à gauche, en bas à gauche, on a un buste très stylisé qui est probablement diadémé. Hein, vous avez ce cercle de perles qui finit les cheveux. On voit l'œil, on voit le nez, l'oreille ou la joue, on ne sait pas bien où on en est. Et puis, ce granité qui symbolise le personnage. Alors, est-ce qu'on a voulu symboliser une armure? C'était la théorie d'Eric van den Bosch quand on l'a publié. Est-ce que c'est tout simplement un traité qu'on a voulu faire différent du corps par rapport au chant? Bon, donc une monnaie qui est attribuable à l'archevêché de Sens, avec une cathèdre très clairement représentée, et puis au-dessus, le trône de Childéric II qui est représenté. Si tu veux bien nous passer le... Alors, la monnaie en haut à gauche, elle m'a posé beaucoup de problèmes, parce que de prime abord, elle est de toute façon illisible, il y a bien des lettres, hein, on voit bien un U, un R, un C, un E, et puis des pseudo-lettres, des pseudo-formes. Donc déjà, est-ce qu'il s'agit d'une légende? Et puis, vous aviez ce revers très particulier d'un personnage debout, qui a la main gauche levée et la main droite qui tient quelque chose de rond. Si on la regarde sur la colonne de droite, ça correspond en fait au Sol Invicto Comiti, mais inversé. Hein. On a un prototype de sol, vous avez la petite monnaie de Constantin en bas à gauche, et à droite, si on inverse l'image, on a exactement tous les éléments. Hein. Vous avez quasiment la couronne radiée, vous avez la main qui est sous la même forme de quelques traits courbes, vous avez le drapé à gauche du personnage, vous avez le soleil qui est tenu dans la main, vous avez quasiment le même déhanché, même s'il est inversé sur la monnaie.
En revanche, le graveur a commis une erreur. Il a pris la monnaie de Constantin, il a gravé en positif le coin, et donc lorsqu'il a frappé, on s'est retrouvé avec le motif qui est inversé, mais un prototype constantinien qui, pour moi, n'est pas trop contestable, alors que ce soit ce type-là ou un autre, hein, mais avec un sol qui est représenté avec son drapé, avec tenant le soleil et son déhanché assez classique. Donc un prototype qui est très ancien, parce que le denier, c'est un grand denier aussi des années 670 plutôt, et vous avez un prototype des années 330. Donc là, vous avez plus de 300 ans de différence entre le prototype du revers et l'inspiration qui en a été faite. Alors que si Laurent nous passe l'image suivante, le droit, lui, par contre, est contemporain. Vous avez un buste de face qui reprend le même type que celui que j'avais montré pour Trèves tout à l'heure, avec là même un prototype qui est un peu plus proche des originaux, puisque vous avez cette coiffe au-dessus de la tête qui est surmontée d'une croix, vous avez les cheveux qui sont représentés, vous avez la bouche, et là la légende qui n'est pas lisible, ou en tout cas pas interprétable. Donc, on a là un exemple de 670-680 qui, d'un côté, pour le droit, s'inspire des prototypes byzantins contemporains et pour le revers, s'inspire d'un revers constantinien antérieur de plus de 300 ans, presque 400. Donc, on est vraiment avec une différence chronologique parfois entre l'inspiration du droit et du revers qui demande de se demander, enfin, qui parfois est plus dans l'hypothèse que dans l'affirmation qu'il s'agit bien de ce prototype. Laurent, si tu veux bien passer la suivante, et ça va être l'exemple de la monnaie du denier mérovingien qui est en bas. Excusez-moi. Ce denier mérovingien, il est unique, hein, c'est un S, au revers on a un S accosté de 2A, mais en revanche, le droit est un type assez courant. Vous voyez un point central. Alors, c'est dommage que je n'ai pas la souris. Je ne sais pas si vous ne voyez pas ma souris quand je bouge comme ça. Alors, on a le cabochon du diadème central qui est commun aux deux bustes. Et donc, après, si vous partez du cabochon vers la gauche, vous avez le diadème et la boucle du diadème. Si vous partez vers la droite, vous avez le diadème et la boucle du diadème, hein, les deux motifs ronds. Au-dessus, avec un peu d'imagination, on va avoir des cheveux. Les deux C, bien évidemment, ce sont les oreilles. Et on devine les ombres des deux visages qui sont face à face, en buste affronté, enfin en tête affrontée, plus exactement, dans ce cas présent. Et ce motif, il avait posé beaucoup de problèmes. Hein. Pour l'interpréter, on l'avait interprété comme une tête de bélier, comme des bustes affrontés, des têtes affrontées, Bon, moi je pense qu'il faut vraiment y voir deux visages face à face avec un cabochon de diadème qui est commun. Et là, le prototype romain est un peu plus complexe à trouver parce que la plupart des bustes affrontés sont radiés ou sont laurés, mais vous en avez un très bel exemple là avec un médaillon de Tréboniengal et de Lugien, mais qui est probablement pas le prototype, mais qui pourrait s'en rapprocher, avec deux bustes laurés face à face, au point quasiment de se toucher. Et donc un prototype de buste affronté ou de tête affrontée qui est à tour sur toute une série avec des variantes, un S qui est certainement celui de Sanctus Martinus, hein, le SA pour Sanctus, probablement Saint-Martin de Tours, la grande abbaye de l'époque. Et si Laurent veut nous passer la suite, en fait, ces bustes affrontés, ça a été une mode. Ça a été une mode quasiment au niveau du continent. Parce que la monnaie que je viens de vous présenter ici présente la caractéristique d'avoir les deux bustes affrontés avec le cabochon à gauche qui est commun. Ça, c'est un peu particulier. Mais si vous regardez en haut à droite, vous avez un Sheata de la série J des années 710-725 avec deux bustes de part et d'autre d'une croix centrale sur un trépied qui tient donc cette croix. Donc on retrouve bien ces deux bustes affrontés qui là pourraient être radiés, cela, mais c'est moins sûr. Et puis un revers donc de cette série J, celle-ci est particulièrement belle, où vous avez une croix centrale, où vous avez quatre petits oiseaux qui sont posés sur chacune des croix,
en décalage ou pas. Et là, vous avez un double grunty, c'est un très très bel exemplaire qui était passé chez CNG. Si vous regardez tout en bas, vous avez un Trémissis Visigo, d'Egica et de Vitizza, hein, où vous avez de part et d'autre d'une croix centrale, posée non plus là sur un trépied, mais sur un support, les deux bustes des deux rois qui sont de part et d'autre. Et cette monnaie a la particularité, si vous regardez le monogramme en bas à droite, c'est qu'elle est de Narbonne. Hein, on en trouve beaucoup de Tolède. Narbonne, c'est quand même beaucoup plus rare pour Egica et Vitizza. Hein, moi, j'en connais 3 ou 4 exemplaires. Vous avez un monogramme qui est donc comment dire, en forme de croix, qui commence à gauche avec le N, le O, le Narbo. Alors le N à gauche, le A en haut, le B en bas, le O au centre, Narbo, j'ai oublié le R à droite, et le BO qu'on reprend dans le même sens. Donc on a le Narbona, donc c'est une monnaie de Narbonne pour les rois visigoths au moment où le père et le fils règnent ensemble. Donc, qui, là aussi, est datable à peu près des mêmes années. Et puis, vous avez une autre monnaie au centre qui combine d'autres éléments. Le droit combine quelque chose qui est assez proche des Ciata de la série J dont elle doit s'inspirer. Donc là, on n'est même pas sûr que ce soit un prototype romain, mais que ce soit pas plutôt un prototype contemporain, là aussi, qui soit d'inspiration romaine et qui fait qu'on a l'impression que c'est d'inspiration romaine, avec de part et d'autre d'une croix et du trident, donc 2 visages qui là sont assez stylisés. Ces monnaies sont quand même assez rares. Celui-ci est, je crois, le plus bel exemplaire, c'est de dire. Et au revers, en revanche, vous avez un RM pour Rémis, donc pour Reims. Donc on a des séries dans les années 700, 720, qui, aussi bien en Angleterre qu'à Reims, qu'à Narbonne et à Tours, présentent cette série de bustes affrontés. Alors, les bustes affrontés de Tours, je les date à peu près des mêmes années, des années 720. Et donc, on a une mode de bustes affrontés. Alors, est-ce que c'est que le type du Chiata a vraiment plu, ou du type du Trémissis Visigoth a vraiment plu et a été imité par les Chiata? Est-ce que c'est un prototype romain qui a plu et qui n'est pas si rare, hein? On trouve des bustes affrontés de part et d'autre, avec une christianisation, vous le remarquez sur les 3 monnaies de droite, qui n'existe pas à gauche, mais comme c'est un sanctuaire chrétien et que c'est Saint-Martin de Tours, est-ce qu'il a besoin de christianiser et d'affirmer sa légitimité religieuse comme ça? En tout cas, on a là des bustes affrontés d'inspiration romaine qui, pour certains, sont plutôt inspirés les uns des autres que d'avoir un prototype romain. Hein, parfois le prototype, mais une mode visiblement dans les années 710, 720, qui me semble assez claire à travers le continent. Laurent, si tu veux. Alors, une autre inspiration qui va rappeler des choses à Rand-Paul, puisqu'on avait travaillé sur le sujet ensemble, c'est le denier du Mans qui est en bas, hein, qui représente deux personnages de part et d'autre, là 2 motifs qui sont ronds et qui me semble devoir être vraiment inspiré des Gloria Exarchitus de Constantin, où vous avez au-dessus les 2 soldats de part et d'autre d'un labarum, et on retrouve ces motifs géométriques qui sont entre les 2 soldats. On verra là les 2 soldats, on les lance, alors que Saint-Gervais et Saint-Protais, la cathédrale du Mans à l'époque, n'ont pas ces lances et n'ont pas ces motifs avec des croix. Ce motif, il est très librement inspiré des monnaies de Constantin, mais il est aussi extrêmement symbolique. On estime que quand on a 2 personnages comme ça très proches, c'est une manière de montrer leur relation particulière, leur connivence. Alors, pour les soldats romains, la fidélité de l'armée, bien sûr. Pour Saint-Gervais et Saint-Protais, il s'agit de 2 frères, mais 2 frères qui ont été soldats romains. Donc, on est avec la même symbolique des soldats romains qui se convertissent. Donc, c'est peut-être pas du tout accidentel, et je pense que c'est même très volontaire de la part de l'évêque du Mans de choisir des soldats romains qui, dans le cas de Gervais de Protais,
se sont convertis, et on a d'autres exemples comme ça de saints jumeaux, de saints gémellaires, qui montrent le rapprochement à la fois symbolique du soldat et du symbolique de la fraternité, et de la fraternité chrétienne, bien évidemment. Donc, ces deux personnages sont choisis probablement autant pour leur symbolique que pour leur nom. Hein, le fait que ce soit des soldats romains et d'époque romaine, Gervais et Protet, et des saints d'époque des martyrs, c'est vraiment très, très volontaire. Et si tu prends la photo suivante, Laurent, on retrouve ce motif avec deux personnages sur d'autres monnaies. Alors, vous avez un deuxième denier du Mans avec Saint-Gervais et Saint-Protet, qui n'a pas le même motif au centre, si vous regardez. Alors, ce motif, il a voulu être interprété de plein de manières différentes. Certains ont voulu y voir le menhir christianisé, le menhir qui est contre actuellement la cathédrale, qui était un symbole qui avait été christianisé à l'époque romaine. C'est possible. Est-ce que c'est, là encore, le labarum qui est symbolisé différemment? C'est probable. On a là, de toute façon, la signature de la cité autour des deux personnages, c'est Nomanis, très clairement. Et puis, une signature d'un évêque qui est certainement un saint. Et c'était l'article qu'on avait fait avec Arène Paul pour le catalogue d'exposition sur le très beau mur d'enceinte romain et la visite qu'avaient fait les ADR. Ça rappellera des choses à Eric aussi, puisque c'est des choses sur lesquelles on avait travaillé à l'époque, tous les deux. En dessous, vous avez quelque chose qui pourrait être inspiré, là aussi, du type Gloria Exarchitus. Parce que vous avez quand même les deux personnages, vous avez bien un motif au centre qui n'est plus un labarum, mais qui est une croix, vous avez un motif qui est porté à droite et à gauche pour ces deux personnages, qui n'est plus une lance, mais qui est une croix. Donc vous avez bien lance, personnage, labarum, personnage, lance, qui est réinterprété, christianisé. Et là, on est avec des châtains anglo-saxons de la Sérvicule, de l'Est Anglia, donc de l'Angleterre, qui sont contemporains probablement. Et là, par contre, au droit, on a un motif qui est beaucoup de choses, mais pas chrétien. Mais qui est peut-être d'inspiration romaine. Ça pourrait être un cheval avec beaucoup d'imagination, un cavalier au sol, si on l'inverse avec un soldat qui l'achève. Mais je pense qu'on est aussi surtout avec là une reprise de symboles qui n'ont rien de chrétien et que la christianisation n'est que sur une des deux faces. Si tu veux bien nous passer la photo suivante. Alors, ces personnages alors on vient de voir deux personnages avec une croix, et bien là, vous avez un personnage avec deux croix, qui est d'inspiration romaine, probablement. Ce grand denier qui est en haut, qui n'est pas de tour, non. Celui-ci, c'est pas le type de tour. On retrouve bien, là encore, un buste à l'antique. Si vous regardez en haut à gauche, vous avez le nez, les cheveux, le diadème, l'œil, l'oreille sous forme de G, la bouche là n'est pas visible, et puis le col. Donc on a bien encore un buste avec une inspiration romaine, comme les monnaies romaines, comme les monnaies byzantines. Et puis au revers, on a ce personnage debout qui porte deux croix, une croix dans chaque main. Je pense qu'un des prototypes potentiels, c'est cette Maiorina de Vétragnon, qui porte deux labarum. On est avec la même constitution, un personnage central qui tient deux symboles chrétiens et un buste impérial, bien évidemment. Donc là encore, un personnage central avec deux croix, probablement à l'époque un évêque ou un saint qui est représenté avec deux croix, mais s'inspirant de type antique avec de labarum. Si tu veux bien prendre le suite. Donc, ces personnages avec deux croix, on en a un certain nombre aussi. Là, vous avez un châtain de la série U, de région de la Tamise, avec un personnage central très stylisé, je vous l'accorde. On voit bien les deux croix qu'il tient dans deux mains, qui ressemblent à des traits. Les vêtements sont très, très particulièrement stylisés. On voit bien les pieds de façon globulaire. Moi, j'admire ces deux moustaches. J'avoue que je n'ai jamais porté la moustache, mais ces deux moustaches me semblent quand même très, très belles. Et avec les deux yeux globulaires et une tête à la Roswell plutôt qu'à l'humaine. Et au revers, vous avez un oiseau. On reprend un bestiaire assez polythéiste
Vous avez la tête à droite avec l'aile qui est levée devant, et puis les deux pattes en bas et la queue qui est relevée à l'arrière. Donc, un chiata avec toujours ce personnage qui tient deux croix. Laurent, si tu veux bien nous passer la diapo suivante. Et un personnage avec deux croix qu'on retrouve dans plusieurs ateliers. Hein. L'atelier qui était non identifié tout à l'heure, l'atelier de la Tamise. Au-dessus, vous avez un même personnage en haut à gauche qui est tout aussi moustachu que celui que nous venons de voir. Donc, peut-être qu'il s'est inspiré plutôt du Chiata que d'un soldat romain d'herbe, avec la barbe à la romaine, et qui tient dans chaque main une croix. Et au revers, moi je lis assez clairement au centre un A et à gauche un R rétrograde. Donc un AR. Et à droite du A, j'ai du mal à voir autre chose que quelques globules qui marquent bien qu'on est avec la fin de la légende. Donc on aurait un AR centré et rétrograde qui serait la signature de l'atelier Arverna, hein, donc de Clermont-Ferrand. Ce qui n'est pas le cas de la monnaie carolingienne. J'ai fait quand même une petite aparté pour Erich, qui serait là. Donc, pour les carolingiennes, qui sont là des monnaies de transition, hein, de Pépin. Elles sont attribuées à Pépin RXF, mais qui pourraient être aussi du début du règne de Charlemagne, et où on a au centre un personnage debout sur une croix. On voit bien les deux pieds écartés, avec tenant dans la main gauche une croix, dans la main droite une croix. Et celui-ci est nimbé. Si vous regardez au-dessus, vous avez une espèce de casque au-dessus de la tête, nimbé ou avec une coiffe d'évêque, parce que les évêques sont coiffés comme ça. On en a parlé récemment lors de la conférence de la Sénat. Il y a une représentation un peu typique des évêques. Et là, par contre, la légende n'est plus la même. Vous avez un C à gauche de la croix, un A entre la croix et le corps, un R entre le corps et la croix, et un N. Donc, carne pour carnotis. Donc, et en plus, cette monnaie a été trouvée à Chartres. Donc, ça confirme bien. Et donc, je pense que ce type au personnage et aux deux croix, il symbolise plutôt une certaine pensée de ce qu'est un saint qui porte la croix dans les deux mains, d'un personnage sanctifié à pleine main et des deux mains, qu'on peut retrouver aussi bien à la Tamise, qu'on peut retrouver aussi bien à Clermont, ou qu'on peut retrouver aussi bien à Chartres, et qu'il faut penser à sanctuaire, à un personnage saint, mais pas forcément à un atelier en particulier. Là, il y a un petit débat qui est en train de se lancer sur celle du haut. Est-ce qu'il faut lire CAR ou est-ce qu'il faut lire AR? Moi, j'en ai qui sont vraiment AR, et celle-ci en fait partie, puisqu'on a les globules à droite, il n'y a pas la possibilité de mettre un C en plus. Donc, effectivement, plusieurs ateliers ont dû utiliser cette iconographie d'origine romaine, mais en la réinterprétant, et c'est vraiment une réinterprétation, parce que par exemple, vous avez sur Saint-Chartres avec un Inde qui n'existe pas, hein, qui est un rajout, et peut-être même une autre croix devant le visage. Où est-ce que la monnaie est trèflée? Mais je pense que c'est une autre croix. Laurent, si tu veux bien nous mettre la monnaie suivante. Donc, pour les prototypes, parfois, on a un peu de difficulté. Je vous ai parlé de personnages qui avaient des croix. Eh bien, si vous regardez le denier en bas, c'est encore un des deniers inauguraux, un des grands deniers, un des tout premiers deniers des années 670. Vous avez un buste, là encore ralenti, là encore diadémé, regardant à droite. L'oreille est un peu mieux dessinée, on voit plutôt une oreille qu'un C. Vous avez l'œil, le nez, la bouche, le menton proéminent, et puis une légende Balete V né vive pour Vico. Là, il y a une petite erreur de gravure. Donc, Balem, qui est dans la banlieue de Descartes actuellement. Et un personnage au revers, un personnage debout, on voit bien les vêtements un peu drapés. On a essayé en tout cas de représenter drapés, avec des choses qui ont été décrites comme des piles d'assiettes, comme beaucoup de choses, que je pense devoir plutôt être compris comme une réinterprétation de deux étendards, comme vous en avez une sur l'Aurelianus au-dessus. On a cette femme, donc Concordia et Militum, donc la concorde militaire, donc qui tient deux étendards, et un personnage qui a été réinterprété sous forme
centrale avec deux piles ou deux globules, deux séries de globules de part et d'autre. Alors, le choix, par contre, du droit n'est pas heureux puisque je voulais un très beau revers, puisque là, vous avez un buste de femme, alors que c'est un buste lauré sur le denier mérovingien. Si tu veux bien nous donner la photo suivante. Et ce motif a été assez courant dans la région tourangelle. Vous en avez deux exemples ici pour le même monétaire, Chadomarus, avec des types un petit peu différents. Le premier en haut, vous retrouvez ce personnage central qui a un chapeau très particulier. Donc là, il pourrait aussi s'agir d'un chapeau épiscopal. Et c'est deux piles d'assiettes de part et d'autre. Et pareil, en dessous, vous avez un motif très proche. Donc c'est toute une série cohérente qui a été faite avec plusieurs points. C'est pas une monnaie par hasard, avec ce personnage central, avec ce chapeau très particulier sous forme de S, et avec deux piles d'assiettes qui doivent être en fait des étendards. On pourra en discuter tout à l'heure lors de la discussion, mais j'ai pas retrouvé vraiment de prototype où on a un personnage central avec deux étendards dans chaque main. Ça me semble difficile de le faire, mais ça serait le prototype idéal pour ces types-là, qui sont quand même connus. Et là, on est dans les séries des grands deniers de Tours, on est dans les tout premiers deniers, et Chadomarus, par exemple, est connu pour avoir frappé de l'or. Donc, on est vraiment à la frontière entre l'or et l'argent, avec des grands deniers, où on a Turnus civis, clairement mis, où on a Childéric II, où on a un trône, où on a des personnages religieux, ou du moins avec des étendards qui pourraient être militaires ou religieux. Donc on a quand même une symbolique qui est reprise à l'esprit romain, et je pense que la culture gallo-romaine a perduré très longtemps, jusqu'à la fin de la période mérovingienne, et on va voir qu'avec la Renaissance carolingienne, ça n'est en fait pas une Renaissance, elle avait commencé avant, et on a d'autres éléments qui permettent de l'avancer. Laurent, si tu veux avancer. Donc, une monnaie qui a beaucoup fait parler d'elle, celle à l'édicule, avec ce motif géométrique qui peut être tourné. Alors, c'est le même denier en haut. Le droit et le revers sont inversés. Dans un cas, vous avez un V central avec la boucle qui est autour, qui est vers l'intérieur. Et dans l'autre cas, vous avez le V central avec la boucle qui est tournée vers l'extérieur. Et je pense de plus en plus, je l'avais publié dans les journées, on avait fait dans l'Aube, c'est que ce V avec cette forme géométrique autour doit être une inspiration très libre, je vous l'accorde, des vœux d'un vote V, avec la boucle qui correspond en fait à la couronne de laurier. Et j'ai pris cet exemplaire de Crispus où on voit bien que la boucle, la couronne de laurier en bas, revient vers l'extérieur, qui correspond strictement au motif que vous avez au-dessus. Alors, on n'a pas repris le vote, mais vous avez le 5 sous forme de V. Et c'est tellement facile à graver, c'est tellement géométrique, ça ne demande pas de compétences particulières, que ce type a été réinterprété vers l'intérieur, pour en faire comme de l'autre côté, qu'il a été frappé assurément à Chelles, dans l'Aube, que d'autres ateliers l'ont peut-être fait. Celui-ci, par exemple, est anonyme. Je ne pense pas qu'on puisse mais quand on est sur des symboles géométriques très simples comme ça, on peut être avec n'importe qui prend un marteau, un burin, un bout de métal et qui commence à graver cette forme géométrique. Mais je pense quand même que l'origine, c'est la couronne de laurier avec les boucles qui rebouclent vers l'extérieur, et puis le 5, donc des vœux 5, j'ai pris cela, mais ça peut être n'importe quel vœu romain. Laurent, si tu veux. Alors, un motif qui aussi est amusant, n'existe pas à l'époque mérovingienne, mais existe avant et après, c'est le motif de la porte de Caen. J'en ai pris un très bel exemplaire ici, où vous n'avez que deux tours sous une étoile avec une porte, bon, de Sicien, un humus, de Constantin II, et au-dessous, vous avez un petit bronze, un humus vandale des années 450, 500, avec une porte de Caen. C'est pas le motif le plus courant, c'est pour ça que j'ai eu du mal à en trouver un bel exemplaire, où vous avez la porte de Caen, où là, par contre, les deux tours ont été remplacés par des croix.
mais on retrouve bien l'étoile, on retrouve bien le même type de représentation et la porte. Si tu veux bien passer la photo suivante, et ce type à la porte a été repris à l'époque carolingienne. C'est un petit clin d'œil pour Eric. Vous avez la porte où on retrouve effectivement tous les symboles de la porte de Caen, avec la petite porte centrale, les deux petites tours. Là, il s'agit d'un très beau denier de Louis le Pieux pour Tours, hein, Turonès autour de la porte, et puis un buste de Louis le Pieux, très stylisé, mais là encore, une reprise de l'antique. C'est-à-dire qu'on reprend un motif pour le revers qui correspond à un type antique, ça pourrait être un argenterie aussi dioclétien ou une autre monnaie d'argent. Hein. À n'importe quand, on en a beaucoup. Mais on reprend aussi au même moment et sur les mêmes monnaies un buste à l'antique, lauré, donc qui est celui de Louis le Pieux et qui reprend une titulature donc impériale, hein, DN Ludovicus Imp Haug, donc H Ludovicus Imp Haug, pardon, c'est pas le DN celui-ci. Donc on a bien une titulature impériale, un type impérial qui est repris à l'époque carolingienne, aussi bien pour le droit que pour le revers, et qui sera gardé après pour Charles le Chauve. Vous avez ces monnaies à la porte de Caen, où on retrouve le même ensemble, hein, sur 2 degrés, la porte, les 2 tours, et une titulature là qui reprend donc quelque chose de plus classique dans le monnayage médiéval, avec non plus un buste, même si les bustes existent sous Charlemagne et existent encore sous Charles le Chauve pour certaines frappes très rares, pour l'Aquitaine et pour Pépin II, c'est quand même Charlemagne et Louis le Pieux qui sont les deux qui font le plus de bustes et de monnaies à portrait. Mais une porte de Caen donc, qui réapparaît au même moment où réapparaît le portrait. Donc une inspiration, une double inspiration dans les années 812, 820, donc pour une renaissance carolingienne. Si tu veux bien nous passer la suivante. Un type, pour revenir sur le mérovingien, celui en bas est donné comme le type à l'étendard. Alors ça me pose un problème. Effectivement, on pourrait imaginer que c'est un motif central de la baroum qui peut porter beaucoup de symboles au centre. Celui-ci porte un R pour Rennes, la carte de répartition est indiscutable. Mais on en a beaucoup pour les Cheata dits frisons, avec un buste très stylisé comme celui que vous avez ici en bas à gauche, où on devine des petites boucles qui doivent être celles du diadème, où on devine des demi-cercles de perles qui doivent être les cheveux, et donc le C, ça doit être le nez et la bouche. Hein. Ceux qui connaissent les Cheata frisons, celle-ci est inspirée des Cheata frisons et de l'étendard, mais pour Rennes. Et moi, ça me gêne de parler d'étendard, parce qu'on a quand même un motif qui prend tout le champ, qui est carré, et moi, j'aurais tendance à penser que c'est plutôt un prototype qui serait du type de celui qui est au-dessus, qui est à l'autel, qui est beaucoup plus proche géométriquement, carré, qui prend la totalité du champ et qui a bien un motif central inscrit avec des vœux. Donc, c'est chez Atafrison et cette imitation de Rennes, il y en a pour d'autres ateliers, sont dits à l'étendard, mais je pense qu'il faudrait les appeler plutôt à l'autel. Je pense que c'est plutôt un type d'autel inscrit et de vœux qui doit être le prototype, ne serait-ce que par l'importance que ça prend dans le chant par rapport à un simple étendard qui serait tenu. Laurent, si tu veux. Alors, une autre reprise qui sera faite à l'époque carolingienne, c'est celle du temple. Alors, j'ai pris ici un exemple de Folis, mais j'aurais pu prendre n'importe quel exemple. Les temples sont multiples. Vous êtes plus spécialiste que moi sur ces périodes. Vous savez très bien que les temples sont très nombreux. J'ai pris le Folis parce que c'est vrai qu'on retrouve les différents éléments, y compris les degrés, y compris le nombre de colonnes, y compris le fronton triangulaire, mais ça on le retrouve sur quasiment tous les monnayages romains qui ont un temple, mais avec une christianisation très forte. Le temple est surmonté d'une croix, n'a plus de décor, et l'idole a été remplacée par une croix. Donc, et la titulature autour, elle aussi est chrétienne, hein, Christiane Religio. Donc, on a ici au revers un temple qui, pour moi, est inspiré des temples romains, Folis ou Denier de la République, les exemples ne le manquent pas, mais qui réapparaît, tout comme je le montrais pour la porte de Caen,
tout à l'heure, au même moment où le portrait réapparaît. Puisque vous avez ici un superbe portrait en bas à gauche de Charlemagne, alors quand même un petit peu germain, hein, parce que c'est un Carolus avec un K, Impfhaug, et puis si vous regardez bien entre le nez et la bouche, vous avez la moustache. Et la moustache, on la retrouve aussi sur la statue dite de Charles Chauve ou de Charlemagne qui est au Louvre, on la retrouve sur les plus belles, les plus beaux des exemplaires, donc elle n'est pas que symbolique, elle est là, elle est présente. Il a la barbe taillée à la romaine, mais il a quand même gardé les quelques poils qui doivent appartenir à un front qui se respecte. Donc il a la moustache sur ses monnaies, mais en même temps il est représenté comme un empereur avec une signature romaine. Et là, on voit bien effectivement la couronne de laurier qui est très claire, on voit bien la boucle du diadème, on voit même le drapé. Et puis, je ne reviendrai pas sur l'attribution du M en dessous, parce qu'il y a beaucoup de discussions sur quelle ville a pu mettre sa marque ici. Mais on a ici une reprise à l'époque de Charlemagne d'un type de monnaie qui est doublement inspiré de l'époque romaine, aussi bien au point de vue du droit et de la représentation du pouvoir, jusqu'à la moustache qui est gardée, mais la barbe à la romaine. Hein, on est loin de l'empereur à la barbe fleurie, et un revers au temple, qui est un temple chrétien, qui n'est plus un temple avec une idole, mais qui est un temple surmonté d'une croix, et qui avec une croix au centre, donc une église. Hein. On parle de temple, mais c'est une église très clairement. Là aussi, certains voudraient y voir un reliquaire plutôt qu'une église. Est-ce qu'on est avec une église symbolique ou réelle? Bon, toujours est-il que c'est pas la première fois que réapparaît quelque chose. J'avais fait lors du 150e anniversaire de la Française un article sur la réapparition du mot de denier. Eh bien, en fait, le mot de denier n'apparaît pour la première fois dans un texte qu'en 722. Or, les premiers deniers portent le mot dinarium. Donc, ce mot de denier, qui n'était plus frappé depuis plusieurs centaines d'années, était déjà réapparu à la fin du 8e siècle et au début, à la fin du 7e siècle et au début du 8e siècle. Et donc, cette omniprésence de certains mots romains, comme le terme de denier, qui devait, comme le temple, comme la représentation de ce qu'est un pouvoir temporel, puisque on a quand même pratiquement tout au long de la période mérovingienne et carolingienne des bustes. Enfin, la période mérovingienne des bustes, ça n'est qu'à la toute fin que les bustes sont remplacés par des monogrammes comme signature. Mais on a quand même une présence de cette mentalité gallo-romaine qui reste très clairement à l'époque de Grégor de Tours, qui reste parce qu'on est avec des familles gallo-romaines qui sont épiscopales. On continue sa carrière non plus pour l'Empire, mais pour l'Église. Et puis, il y a quand même des mots qui réapparaissent, comme dinario, et des motifs monétaires qui réapparaissent. Si tu veux bien me passer à la suivante. Donc, ces types au temple vont être continués par Louis le Pieux. Donc, un très très beau denier de Louis le Pieux, H. Ludovicus Imp Haug, avec un buste vraiment de belle qualité par rapport à ce qu'on peut trouver pour Louis le Pieux, avec un beau drapé, avec un buste de bon style, une couronne de laurier, et puis un temple qui est quasiment le même que celui que je viens de vous montrer pour Charlemagne, avec Christiana Religio, et en plus de poids très lourds. Et un temple qui par la suite est uniformisé, qui est géométrisé, hein, puisqu'on devient quelques lignes. La croix du temple devient quasiment la croisette initiale, hein, Christiana Religio, et puis un motif qui est moins d'inspiration romaine, puisque ça facilitera la gravure, qui est juste la titulature royale autour d'une croix. Donc, un type au temple qui sera continué très tardivement, hein, sous forme géométrique et sans portrait. Il sera continué dans le trésor de Fécamp, il y en a encore. Et les fameuses monnaies du trésor de Fécamp. Et si je me souviens bien, c'est même il y a encore des types au temple quasiment jusqu'au XIIe siècle dans certaines cités de l'Empire germanique. Si tu veux passer à la suivante, pour tenir le temps, hein, j'essaye. Donc, un denier, un très beau denier de Dorestadt, en haut. Hein, vous avez un très beau bateau, Dorestatus, donc pour Dorestadt, un grand port de commerce, avec une monnaie de Louis le Pieux, H. Ludovicus Imp Haug,
Et je me demande si ce denier de Dorestadt ne devrait pas, n'aurait pas une inspiration romaine aussi. On a quelques exemples de sesterces et de double sesterces de posthumes avec des mâts. Hein. Si vous regardez, le mât ne me semble pas, et les voilures ne me semblent pas si différentes. Ce navire de Dorestadt, bah, ces petits traits, ça pourrait bien être plutôt des rames que des vaguelettes. Et puis, on a quand même le gouvernail à droite, hein, sur ce bateau. Donc, on a des précisions quand même du type de bateau, mais on peut se demander s'il a un rame ou s'il est vraiment à voile, un petit peu comme la galère de Posthume qui est en dessous, où on voit bien et les rames et les voiles. Là, par contre, on n'a que la proue, on n'a pas tout le navire, alors que sur la monnaie de Louis le Pieux, là, par contre, on a de la proue jusqu'au gouvernail. Si tu veux bien passer à la suivante. Donc, j'ai essayé de suivre le temps, de tenir le temps. Je crois que je suis dans le timing, hein, Monsieur le Président. Donc, bah, je vais vous remercier de votre attention. Et puis, je vais finir sur ce petit jeton, mais j'en ai déjà parlé à la Sénat la dernière fois, où bah, j'ai fait faire ce jeton là pour carte de visite avec un monogramme de type mérovingien, ce qui me fera une petite liaison par rapport à la prochaine conférence, ou je la garde pour la prochaine conférence, Laurent? De quoi? De garder Celle-là, quoi? cette photo-là. Ah bah elle pourra commencer la prochaine conférence, ça, si tu veux. C'est Voilà, pas elle un finira la problème. prochaine conférence, Voilà. donc je m'arrêterai là. Je crois que j'ai instruction de absolument finir à 22h15, donc j'ai 5 minutes pour les questions, ou peut-être plus. Voilà, je vous remercie de votre attention. Un grand merci. Ouais, Merci bravo. Philippe. Merci Euh, Philippe. j'ai Alors, on retrouvé, va j'ai repasser. retrouvé. Merci. Est-ce que vous avez besoin de, Merci avant les Philippe. questions, est-ce que vous avez besoin des photos? Sinon, est-ce qu'on peut, je peux repasser sur On peut voilà, repasser sur sur les le truc. portraits. Nous pouvons nous rallumer si vous Voilà. voulez. Voilà. Alors, j'ai retrouvé un prototype pour les quatre étendards. Ah, ça m'intéresse. Donc, Parce il y que en je me a, suis posé la question si on entre pouvait autres, le trouver. il y en a un, c'est un Antoninien de Macrin qui porte le numéro RIC 9. Parce que effectivement, il y a Donc, probablement un prototype romain. Parce que donc, j'imagine. la description, la fidélité debout, la tête tournée à gauche, entre deux étendards, en tenant un dans chaque main. Donc, en fait, il y a deux étendards et il en tient que deux parce Qui qu'il a que deux expliquerait mains. les 4 Mais barres verticales. Tout à fait. Ça serait un il prototype est entre possible. deux poteaux, en quelque sorte. Il a marqué un essai, là. Alors, j'ai essayé de vous présenter des prototypes qui sont quand même assez courants, bien évidemment, sauf le médaillon. Mais bon, on a beaucoup de bustes affrontés, mais ils sont souvent radiés dans les territoires d'Orient. Et donc, j'ai eu un peu de mal à trouver un prototype loré. Mais normalement, j'essaye de trouver des prototypes qui sont faciles à trouver. Il n'y a pas de raison que ce soit des monnaies rarissimes qui aient été imitées. Quoique, on a quelques exemples, entre autres Grégoire de Tours, qui décrit des médaillons d'or envoyés par l'empereur de Byzance, qui ne sont connus que par cette description. Voilà, c'est quand même pas une représentation qui existe aussi pour, il me semble, Philippe II, enfin Philippe l'enfant, le jeune, et je crois qu'il y en a aussi pour ma mémoire à Volusien. Donc c'est quand même pas hyper courant. En tout cas en antonien, je connais pas le reste, hein. Il y a peut-être d'autres, je connais mal les sesterces, mais pour l'antonien, c'est type militaire avec avec deux étendards dans la main et d'entre deux étendards, on les trouve en général dans une époque relativement resserrée. Et Ouais. ce qui est quand Tu as même aussi très éloigné. Maxime, tu as Maxime, le fils de Maximin. C'est Les Césars le prince de la sont jeunesse. souvent. Hein. Voilà. Oui, donc il y a bien des prototypes. Donc, Oui, oui, ça existe. Mais par contre, ils étaient très éloignés de la période concernée, hein. ah bah oui, mais de toute façon, l'éloignement chronologique n'est pas un élément. Dans les premières monnaies d'or, on colle au prototype. Quand l'empereur change, le nom de l'empereur change. Même s'il change le revers, on peut garder parfois le même revers. C'est le cas de l'Argentéi. Mais par contre, quand on passe par exemple du Trémisès, des Trémisès à la victoire, à la Trémisès au croix, immédiatement, c'est imité avec une croix, hein. On abandonne la victoire
il n'y a que les Lombards qui, j'ai remarqué, continuent à garder la victoire près de 100 ans après, et de plus en plus géométrique, près de 100 ans après l'abandon des prototypes byzantins. Mais on a ce très bel exemple que je vous ai présenté avec le buste de face et le Sol Invicto, où il y a un décalage chronologique. C'est une monnaie du trésor des Combrailles qu'on avait publiée avec Marc Parry. C'est le droit est contemporain, c'est un buste byzantin de face, mais le revers est un Sol Invicto d'époque constantinienne. Donc là, le décalage chronologique, il est même entre le droit et le revers sur l'inspiration. Ouais. Une ou deux questions avant que nous ne suspendions nos travaux? Oui, Oui, vas-y, Nicolas. oui, bonsoir. Concernant la porte de Caen, pourquoi vous tendriez plutôt vers une imitation, enfin une inspiration de la période de Constantin? Moi, j'y verrais plutôt plus une inspiration des petits numis de la fin du quatrième, du style Magnus Maximus et Arcadius, qui me semblerait un peu plus proche. Oui, tout à fait. Mais est-ce qu'eux-mêmes ne sont pas inspirés des prototypes de porte de Caen, même de Dioclétien, des Argentei ou des petits bronzes byzantins de Constantinien? C'est plus comment dire, Constantin est une période d'inspiration. Il ne faut pas oublier que c'est considéré comme le premier empereur chrétien. Et visiblement, je pense que dans le milieu religieux, dans le milieu intellectuel gallo-romain de l'époque mérovingienne, il y a une mythologie par rapport à Constantin. Et c'est pour ça que je pencherais plutôt pour ça. Mais ça peut tout à fait être quelque chose de Magnus Maximus. Oui, oui, hein. Ça peut être tout à fait un petit bronze. Mais c'est peut-être moins beau, moins prestigieux. Voilà. Mais j'ai pas de dogmatisme là-dessus. Ça peut être tout à fait un autre prototype. C'est un prototype de porte de Caen. C'est ça que je voulais dire. Tout à fait. D'accord. Merci. En tout cas, c'était très intéressant ces renvois entre la période antique et la période mérovingienne. Ça éclaire d'un nouveau regard vraiment les types mérovingiens qu'on peut voir et que souvent on ne comprend pas. Oui, et je pense que plus on cherche, plus on publie, plus on voit de choses. Et par exemple, sur les cathèdres, je me suis aperçu que c'était que des archevêchés qui avaient des cathèdres. Et on en connaît trois, c'est Bourges. J'ai confondu tout à l'heure, c'est Bourges, c'est Sens, il y en a un troisième, et ce sont des archevêchés, c'est pas des évêchés. Et sauf à Tours, où on est aussi un archevêché, mais là c'est le trône. C'est le trône puisqu'il y a le nom du roi autour. Donc on est quand même avec des pouvoirs. Quand on commence à représenter un siège, c'est qu'on n'est pas n'importe qui. On représente son pouvoir assis. D'ailleurs, c'est une des symboliques médiévales. Quand on est représenté assis, on est systématiquement d'un degré supérieur à celui qui est debout devant vous et qui est représenté à la même taille normalement. Donc vous êtes symboliquement plus grand. Encore une question? Il restera à faire une conférence du même type sur les arabo-byzantines, hein. Oui, 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 c'est vrai. Alors, je vous rappelle que pour les Gaulois, ça existe. C'est Simon Skers qui, dans les années 70, c'est son premier travail, a fait les monnaies gauloises imitées des monnaies de la République romaine, hein, et ça reste un bouquin très important, plus très utilisé aujourd'hui, mais qui a été en son temps très novateur. L'un des premiers, Philippe l'a pas dit, mais on aurait pu le citer, l'un des tout premiers à émettre l'idée de liaison entre les Mérovingiens et Magnence, c'est l'aphorie dans les années 70, dans ce qu'on Oui, appelait Francia, oui, la revue oui, Francia. c'est tout à fait. C'est une idée Ah, à voilà, lui qui est remise en cause par d'autres, pas par moi voilà. particulièrement. C'est vrai que le traité des cheveux est un peu différent et ressemble quand même plutôt au traité des cheveux de Magnence, qui est un peu différent, même si ce petit globule derrière me pose problème pour être une petite trace de l'orée. Mais j'ai pas de dogmatisme non plus là-dessus. J'essaye de voir les choses. Et effectivement, c'est lui qui avait fait une carte de répartition. Ça correspond à une zone géographique relativement restreinte au sud de la Belgique et au nord de la France et à l'est de la France. Et le revers, que ce soit de Constantin, ce qu'on appelle les Victoriae et Aetae, c'est-à-dire les deux victoires tenant un bouclier
au-dessus d'un autel, ou Magnence qui fait enfin, sous Magnence, on a la même chose sans le bouclier ou sur une colonne, et repris aussi sur certaines monnaies mérovingiennes, hein. Donc, de toute façon, tout ce IVe siècle a énormément inspiré certainement nos. Et il faut bien penser, on avait eu un colloque, Philippe, tu y étais d'ailleurs, et je crois que tu avais même communiqué sur les permanences comment ça s'appelle, des permanences romaines aux périodes plus tardives. Enfin, on est à peu près sûr aujourd'hui que les monnaies romaines, en particulier les petits numis, ont continué certainement à circuler, puisque les Mérovingiens ont peu frappé ou très peu frappé de bronze, et qu'il y avait certainement du bronze qui était encore utilisé, et justement on a dû utiliser du bronze romain, hein, pendant très très longtemps. Alors pour l'Italie, c'est certain, on utilise du bronze jusqu'au VIe siècle, on continue même d'en frapper. Pour la Gaule, c'est un peu différent. Mmh. Effectivement, je vous ai présenté des grands types, hein, mais il y a beaucoup de choses. Il y a des argentéi qui sont imités, à mon avis, une monnaie de Majorien et une monnaie avec un empereur tenant un bouclier. On a des choses comme ça, mais ça reste des monnaies exceptionnelles. Ce que je vous ai montré, c'est des types qui sont relativement courants. Puis je connais mieux le denier, mais on s'aperçoit qu'au moment de la reprise des bustes à l'antique par Charlemagne, puis son fils Louis le Pieux, un petit peu continué par Charles Chauve et Pépin II, on a quand même beaucoup de symboles romains qui sont aussi repris pour le revers, hein. Et que donc, mais moi je pense qu'il ne faut pas négliger un aspect qui apparaît très clairement avec le retour, mais qui continue après, c'est qu'une partie de l'élite gallo-romaine s'est recyclée dans l'Église, et que le savoir gallo-romain, la culture gallo-romaine antique a perduré très longtemps. Et la réapparition comme ça ex nihilo du terme de denier, alors que ça fait 500 ans qu'on n'en a pas frappé, ça en est un exemple. C'est que c'était resté dans les textes, que ça avait encore une symbolique comme étant la monnaie impériale ou la monnaie romaine, et que quand on crée une monnaie d'argent, ben on crée un denier. Voilà. Donc, oui, Marie-Laure. Oui, oui, pour le bronze romain qui continue à circuler en Gaule, en tout cas en Gaule du Sud et en Gaule du Nord, ça, il y a aussi des études là qui sont en cours, et notamment ce que j'avais présenté à Varsovie, qui sera publié un jour, j'espère. Je sais, j'ai reçu aussi mon tapuscrit et je l'ai relu aussi. Voilà. Donc, en tout cas, il y a des choses qui sortent par les découvertes archéologiques, et notamment sur des sites créés ex nihilo au 5e siècle, qui perdurent jusqu'à, enfin, le site que j'ai étudié jusqu'au milieu du 7e, où il n'y a que du bronze romain. Il y a pas de bronze mérovingien, hein. Il y a De toute façon, oui, quelques mais du coup, ça perdure jusqu'à ces années-là en circulation. Il y a quelques frappes, mais on en connaît une dizaine à chaque fois, d'écanumie et de pentanumie à Marseille. Il y a probablement quelques petits bronzes qui sont frappés aussi à Arles, mais c'est vraiment très localisé. C'est vraiment, ça circule que dans la région, hein. Ils sont, eux, avec des chrismes, ils sont avec des monogrammes, ils sont signés par les rois mérovingiens, mais dans la Gaule du Nord, il n'y en a pas de monnaie de bronze signée. Alors, sauf, et ça peut être discuté. Moi, je connais par exemple plus de monnaies de bronze, de veuve et d'amboise que de monnaies d'or. Mais ces monnaies de bronze sont au type de l'or. Et comme certaines sont en laiton, je soupçonne fort que bien neuf, bien astiqué à la sortie de l'atelier, ça passe pour de l'or ucal, qui est donc de l'or, et que c'était des fausses monnaies d'époque, qui nous apparaissent en cuivre très oxydé. Mais des frappes de bronze signées, datables, pas tellement. S'il y a des frappes de bronze mérovingiennes, c'est qu'elles imitent totalement les monnaies romaines. C'est quelqu'un en Italie, hein, pour les Ostrogoths, hein. On a des séries en plomb du 6e siècle qui reprennent des types romains. Un petit peu comme ce que font les Vandales en Afrique du Nord. Il met une petite porte, une petite étoile, un petit dé, un petit motif vaguement romain, et puis un buste à la romaine de l'autre côté. Philippe, tu as des questions sur écrites. Ah oui, alors pardon. justement, je n'arrive pas à les voir. Alors, Ah si, ça y est. Non, c'est des euh, remerciements. Non, non, la il y a monnaie- des Remerciements. questions aussi. Ah, non, la alors je monnaie vais voir. avec un animal mystérieux fait vraiment penser au type du quadrige avec ses nombreuses paires de pattes. Pourquoi pas, oui, il faudrait voir. Faudrait que
effectivement, que j'y réfléchisse. Alors, ça, c'est des chats anglais, donc c'est encore des céréales, c'est encore des séries un peu particulières. Et puis l'équipe de Childebert premier au Chrism, effectivement. Chrism. Est-ce qu'un chrisme est un chrisme? Le chrisme, on le voit partout. Donc, c'est difficile de trouver un prototype romain. Le chrisme, on le trouve sur les sarcophages, on le trouve. Bon. Oh, Alors, peut-être que la ça peut double être. Majorina de Magnan, ça peut être quand même une inspiration qui sont frappés la dernière année Oui, avec c'est impressionnant, c'est des grosses réductions monnaies. pondérales, a pu servir de modèle. C'est une monnaie qui est souvent qu'on retrouve dans des tombes trouées, percées, donc qui a pu servir de talisman de voilà. Ça, c'est vraiment celui-là est très particulier. C'est possible, effectivement. On a certainement, de toute façon, le chrisme, il est constantinien encore, hein. Il est aussi constantinien, on revient quand même à ce premier empereur qui a un statut particulier hein, dans l'Église, je pense. Bien que très rare, hein. Là, il y a un très beau complément dans le bouquin de Metcalfe c'est comment, je crois que c'est Bland qui a fait justement sur l'apparition du chrisme sur les monnaies romaines, en dehors bon, du fameux médaillon d'argent de On Constantin. voit partout. L'apparition et le petit bronze de Constantinople aujourd'hui, dont on connaît plus de faux que de vrais, hein. Ça sera un des thèmes de l'année prochaine en plus, hein, donc Oui, voilà, mais par exemple, ces chrétiens apparaissent tardivement. sur le Christiana Relirio, pardon, sur le Gloria Exarchitus, c'est un labarum. Tu as le Alors oui, chrisme. mais pas sur les toutes dernières émissions de 335 à 337 et de Oui, oui, 337 à oui, oui, tout à 41. fait. Donc c'est Mais vraiment très tardif. C'est à la fin du règne de Constantin, hein, vraiment. Mais on en a quelques-unes, hein. On a la liste. C'est pas toutes les monnaies de Constantin qui ont un chrisme, hein. Faut pas Bien que le oui, non, non, mais je généraliser. suis d'accord que ça sur le, apparaît. sur le blog de Cédric Volco, Oui, en il y plus, a un voilà, article sur le il chrisme. vient d'être publié aujourd'hui, ce matin. Oui, Il tout y à a fait. Écoutez, un blog sur le chrisme, justement. Et je vous dis, ça sera un des thèmes qui a été retenu pour les conférences. Ça va permettre de faire la liaison. Il est 22h23, on va quand même terminer. Et je te remercie, Philippe, et je pense qu'on pourrait avoir des tas de questions. Le programme est pratiquement bouclé pour l'année prochaine. Il nous manque. Alors, donc, Philippe nous fera une conférence de mérovingienne, hein, donc il reviendra. Alors, ce soir, il n'a pas la battu le signature record, des monnaies mais romaines. on est à 29 Comment signer une personnes, monnaie? hein. Ce soir, Pardon? 29 personnes quand même. On égale le record de l'année dernière et de Jean-Pierre, hein. Donc, Marie-Laure, faut que tu les battes tous à plat de couture le mois prochain, hein, avec les Partez femmes pas et la tous en coiffure. vacances. Voilà. C'est Mais le en tout cas, risque. Début juillet, merci à tous. c'est un danger. Voilà. Oui. Merci à tous d'avoir été aussi nombreux ce soir. Merci aux intervenants. Merci Marie-Laure. Merci Jean. Merci de votre présence. Merci à nos invités, hein. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. Nous étions très contents de vous accueillir ce soir, vous qui n'êtes pas encore membre et qui vous le serez peut-être un jour prochain. Et puis sinon, pour les autres, donc nous avons encore 3 rendez-vous. Le premier rendez-vous, c'est en présentiel le 25 juin. Ensuite, nous aurons un dernier rendez-vous, la 11e séance, le 1er juillet. Et notre dernière séance, le samedi d'après, ça sera le samedi des vacances. Et nous refermerons cette session 2023-24 ce jour-là pour la rouvrir début septembre. Je vais vous envoyer très rapidement les programmes dès que j'ai les deux derniers thèmes d'exposé. Après, on pourra faire, c'est un programme provisoire, on pourra modifier encore, mais il faudrait qu'on parte en vacances avec le programme, comme ça on aurait de quoi travailler et de quoi réfléchir pour la rentrée. Et outre les étrangers, hein, qui ne sont pas membres ou qui sont de l'étranger, comme Arène Paul ou comme Francesco Mayorga ce soir, il y avait alors c'est une écrasante. On est en train de se faire coloniser par les Lyonnais, hein. Bientôt, ils vont être plus nombreux que tous les autres. En tout cas, merci à tous. Donc, ça sera Laurent, enregistré. Merci. Bientôt, des clés disponibles pour tout le monde. Voilà. Bonne Merci. soirée. Merci, bonne bonne soirée. soirée. Bonne Merci, bonne Merci soirée. à soirée. tous. Laurent, Au revoir, au revoir. Oui, Merci, Laurent, bonne c'est soirée. Georges. La prochaine Philippe. séance, c'est le 22 juin, non? 22 juin, oui, j'ai dit 25, c'est une erreur. C'est le Ouais, samedi parfait. 22 juin. 22 Parfait. juin, 1er juillet et 7 juillet. Ça me rassure, j'ai pris mes billets. Voilà. Allez, Non, non, c'est bien bonne le 22 soirée. juin. Bonne Voilà. soirée. Bonne Bonne soirée à tous. soirée. Bonne Salut Merci Jean. soirée. Philippe. Bonne soirée, Bonne au soirée à revoir. Bonne tous. soirée. Merci Bonne Philippe. soirée. Merci encore une fois, Philippe. Oui, tout à fait. Et donc, j'enregistre, hein. Je convertis l'enregistrement tout de suite Fais après. Merci, confiance. au revoir. Au revoir. Bye. Au revoir. Merci, au revoir.
Ouais, ça, c'est pas fermé.